Je vous souhaite la bienvenue donc, dans cette salle à l'École normale supérieure, au nom de mon département, le département d'Histoire et Théorie des Arts, et de Paris Sciences Lettres, qui finance le projet Post-Digital. Je vais vous rapidement introduire cette séance. D'abord, vous remercier Yann, Jean, d'avoir pris sur votre emploi du temps bien chargé pour nous introduire l'année, puisque c'est par votre intervention que commence ce cycle. Nous avons... D'abord, peut-être vous présenter aussi le programme de nos conférences et de nos ateliers qui va durer toute l'année académique. Post-Digital, c'est un projet qui a commencé l'année dernière. C'est un projet exploratoire de réflexion sur un petit peu ce que ça fait aujourd'hui, la culture numérique, qui est un peu dans notre sang. On a parlé longtemps de révolution numérique. Maintenant, on peut dire qu'elle est passée. D'où l'idée de post-digital, et qu'il est temps de regarder en arrière sur notre présent. Alors regarder en arrière sur le présent, à une époque où on nous dit en plus qu'il faut vivre dans le futur et tout accélérer, c'est un peu compliqué, et c'est d'autant plus intéressant. Et comme nous dépendons, nous avons la chance d'être dans une grosse université extrêmement pluridisciplinaire, l'École normale supérieure et PSL, où on trouve aussi bien Mines, AgroParisTech que les Beaux-Arts, le Conservatoire d'art dramatique, le Conservatoire de musique, l'ENSAD, les arts décoratifs et l'École normale supérieure. On s'est dit que ça vaudrait la peine d'essayer de réfléchir ensemble avec des spécialistes, des gens qui parlent différemment ou qui peignent différemment, puisque nous faisons intervenir beaucoup d'artistes dans le cycle. J'en vois un notamment qui participera au programme. Donc réfléchir ensemble sur ça, sur le numérique, ce que ça nous fait, ce que ça ne nous fait pas, s'il y a des risques ou pas des risques, et de réfléchir de manière à la fois scientifique et puis poétique peut-être, pour sortir un peu des polémiques habituelles sur faut-il être pour ou contre l'intelligence artificielle ou pas, est-ce que ça va nous tuer ou pas, même si c'est des questions importantes. Voilà, essayer de le faire un peu autrement. Alors aujourd'hui, on a décidé de commencer par parler d'amour. Alors, je vois la tête de Yann et de Jean, ils se disent « Oh là là, je pars en courant, c'était pas ça qu'on m'avait demandé de faire. » Si, on va parler d'amour parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les intelligences artificielles, c'est qu'elles nous, en tout cas au quotidien, quand on tape sur Internet des choses, on se rend compte que les moteurs de recherche nous connaissent, que les ordinateurs nous connaissent, et nous qui sommes des personnes humaines, on aime les gens qu'on connaît. Les gens qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les aimer. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué ma fille de 5 ans. Et donc, je me suis dit, tiens, qui me connaît? Mon ordinateur, il me connaît très bien. Est-ce qu'il va m'aimer un jour? Peut-être, je ne sais pas. Et réciproquement, est-ce qu'on peut aimer un ordinateur, en tomber amoureux? Ça, c'est l'histoire du film Her, que vous avez peut-être vu. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Ce lien entre ordinateur, imagination, fiction, amour, qu'est-ce que ça peut donner ou pas donner? Donc c'est un petit peu comme ça qu'on commence, mais je laisserai Alexandre qui revient de se faire massacrer peut-être par les gens malheureux. Et donc voilà, maintenant après avoir vécu la haine, tu vas parler d'amour aussi. Ok, c'est parti. Bonjour à tous, du coup, merci d'être aussi nombreux ici et dehors. C'est très compliqué, c'est un peu un concert des Daft Punk, et j'ai le rôle super sympa de faire la première partie, un peu comme Benjamin Biolay ou quelqu'un que personne ne veut voir à ce moment-là. Donc je vais essayer de faire vite, et comme on va parler d'accélération, ça tombe bien. Hop, alors, on va faire donc cette conférence Love Machine ensemble, et je vais vous présenter donc un petit peu, en introduisant cette séance, d'abord en faisant un détour par effectivement l'ambition du programme digital que l'on coordonne avec Béatrice, et voir ensemble comment peut-être vous pourriez vous impliquer aussi dans le programme par la suite. Et alors donc on a la chance aujourd'hui effectivement d'accueillir 2 géants de l'intelligence artificielle, et j'aimerais commencer par vous parler d'un autre géant que j'ai eu la chance de rencontrer récemment et qui a changé ma vie certainement comme vous allez changer la vie des personnes ici présentes. Ce géant, lui, c'est Buzz l'éclair ou Buzz Aldrin, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer cette année et de manière tout à fait originale et créative, je lui ai demandé comment c'était en fait là-bas, quoi. Et il m'a répondu, en fait c'est petit, c'est hyper fragile et c'est bleu. Alors moi j'étais un peu dérangé parce que j'étais presque sûr que ce n'était pas le cas. Et en fait il m'a expliqué, j'ai mis un peu de temps à comprendre, je reconnais, qu'il parlait de ça. Et que, en fait, à fur et à mesure qu'il partait, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder en arrière.
les lignes, il m'a expliqué, de la civilisation que l'on crée, que l'on imagine, tous ces mensonges en fait ont éclaté au fur et à mesure qu'il partait. Et une fois arrivé sur la Lune, il était obsédé par la vision en fait de la Terre et qu'au-dessus du chaos de ce monde, de sa complexité, il a vu qu'il y avait quelque chose de singulier qui nous rassemblait tous, peut-être seulement la chance d'être ici. C'est ce que Frank White appelle l'overview effect, quelque chose que partagent 555 astronautes. Et c'est ce qu'au sein du programme Postdigital, on va essayer de faire pour vous tous, en voyageant de manière un peu différente, pas dans l'espace mais dans le temps, toujours en avant, en essayant de faire se rencontrer, dialoguer et former un type d'explorateurs un peu nouveau, qui vont aussi devoir changer de perspective pour mieux comprendre un autre monde en révolution qui est celui des technologies. En voyageant dans le temps, donc, on va devoir imaginer de quoi demain sera fait pour le pire et le meilleur et agir aujourd'hui pour orienter nos futurs. Alors pourquoi est-ce que ce serait pas mal de faire ça? C'est parce qu'on le ressent tous, effectivement, notre âge technologique est un peu illisible. On a l'impression que tout va trop vite. La science-fiction d'hier se réalise sous nos yeux, elle rapproche en quelque part le futur. Alors ensemble, on va essayer de partir loin pour mieux voir et réorienter nos recherches. Effectivement, depuis les voyages de Jules Verne, la communauté scientifique a pu puiser son imagination, ses recherches même, dans cette espèce de folie de grands créateurs. Il y a un siècle, Hugo Gernsback publiait ses Amazing Stories, une revue de fiction dédiée à l'inspiration des scientifiques de son temps. Martin Cooper, inventeur du téléphone portable, déclarera lui qu'il a en fait réalisé cette œuvre grâce au communicateur du Captain Kirk qu'il a voulu réaliser lui-même comme objectif avec son équipe chez Motorola en 1973. Il y a quelques années, la Fondation européenne des sciences a même lancé un programme pour recenser tous les récits de science-fiction qui pouvaient éventuellement avoir un rapport avec la science aujourd'hui et qui n'étaient pas encore adaptés, qui n'étaient pas encore assez épuisés par la communauté scientifique. Et je crois que Jean Ponce ici, qui est fasciné donc, depuis qu'il est enfant par les récits de science-fiction, ne me fera pas mentir dans son intervention tout à l'heure. Ce qui est inédit, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la réalité technologique va plus vite que notre imagination. Elle anticipe quelque part l'horizon des fictions. En 2016, nous vivons aujourd'hui dans le monde que Philippe K. Dick imaginait en 2052 pour Minority Report. Vous avez ces interfaces totalement futuristes avec lesquelles nous vivons déjà. Les voitures autonomes inondent Pittsburgh et quelque part les cellules pre-crime commencent à exister à Tokyo et à Los Angeles. La science-fiction d'aujourd'hui est donc dépassée parce qu'elle a changé de médium. Elle s'est échappée des livres et des films pour se construire dans des laboratoires qui n'analysent plus le réel, mais le produit. Pour que notre imagination reprenne le pas sur les orientations qu'elle pourra insuffler à la science, il faudra sûrement sortir de la science-fiction, genre étroit, parce que justement enfermé dans la science elle-même, qui nous empêche parfois d'innover radicalement pour seulement améliorer de façon incrémentale des technologies existantes. Il faudrait peut-être alors penser à un autre mode de récit, ce que Quentin Meillassoux appelait ici, il y a 10 ans, les fictions hors science, des mondes gouvernés par la seule contingence de tout. La science viendrait après réaliser des mondes préférables, ce que l'on appellera ici les fictions-sciences. Alors, il s'agirait de voir que quand tout devient possible, notre feu réside précisément désormais dans notre imagination, que c'est elle qu'il s'agirait d'ouvrir, de connecter et d'accélérer. Un moyen très simple de le faire, c'est d'exercer la spéculation, en ne cherchant pas à prédire un futur probable en tirant nos lignes Excel, mais en cartographiant, en recensant les futurs possibles, et si possible tous. Ça, c'est une proposition d'un futurologue qui s'appelle Stuart Candy, qui explique en fait qu'il y a plusieurs manières d'anticiper le futur, pas seulement de regarder ce qui est probable, comme si on tenait une torche quelque part devant nous, mais qu'il serait bon de regarder aussi ce qui se passe dans l'univers de ce qui est plausible ou simplement possible. Et qu'à cet endroit-là, il serait intéressant pour nous tous d'essayer de se positionner à cet endroit et de regarder en retour sur notre présent, voir comment est-ce qu'on pourrait orienter des futurs qui sont cette fois préférables, une fois qu'on aura réussi à faire quelque part de la mesure d'impact spéculative. Se souvenir des futurs, donc, dresser leurs histoires et s'en faire l'archéologue critique, c'est le but de ce programme. Se regarder depuis le futur et se lancer une corde, c'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Alors comment? On va essayer très simplement de construire un nouveau mode de fiction pour une nouvelle planète de laquelle nous regarderons la Terre à la fin de l'année. Alors voilà, notre monde réel est entouré d'une infinité d'autres mondes possibles. Et ces mondes possibles qui n'existent pas encore, il faudra ensemble les extraire de notre imagination pour les partager en créant aujourd'hui des éléments qui peuvent paraître impossibles,
déconnectés de notre contexte, surtout de notre temporalité, en utilisant le futur non plus comme destination, mais comme médium de création. Un exemple que je vais donner pour reparler justement de machine et d'amour, qui m'est assez personnel, concerne la fille que j'aime, qui m'a fait croire quand je l'ai rencontrée la première fois qu'elle venait de Mars. Et elle était vraiment très, très belle et rousse, et du coup je l'ai crue. Et au bout de quelques jours, je dois reconnaître, j'ai honte de le dire, que je commençais quand même à douter. Donc je lui ai posé un certain nombre de questions. Comment c'est? Est-ce que tu peux le dessiner? Et elle l'a fait pendant des années. Merci. Et cette année, j'ai choisi avec tous ces dessins de rejoindre Mars City Design, emmenée par Vera Muliani, une architecte à Los Angeles, qui a créé une entreprise d'astrophysiciens et d'architectes qui travaillent en 2050 et qui imprime aujourd'hui dans le désert de Mojave les villes de Mars de demain. Alors pour eux, en fait, nous sommes déjà sur Mars. C'est une création en fait, de système neuronal que je vous dédie, du coup. Être déjà sur Mars, pour eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il ne s'agit plus seulement de réfléchir à comment y aller et survivre. La question, c'était beaucoup plus de se demander comment on allait y vivre vraiment et aimer sur place. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent toujours l'étape d'après, au risque qu'elle n'arrive jamais. Alors pour l'instant, ils étaient fous et ils construisaient Mars sur Terre, dans le désert de Mojave. Mais mardi dernier, le futur est encore arrivé plus vite que prévu au Congrès international astronautique, avec l'annonce d'Elon Musk de départ possible et imminent sur Mars. Le lendemain matin, des dizaines d'emails de sociétés immobilières californiennes remplissaient nos boîtes mail, avec pour certaines écrit de manière très drôle « On veut faire partie de la nouvelle conquête de l'Ouest ». Alors, brutalement, leur travail spéculatif a pris quelque part un horizon très réel, et moi je suis très heureux parce que je vais peut-être pouvoir du coup rencontrer mes beaux-parents. Alors, ce qui était fascinant là-bas, c'est qu'en réalité, le vaisseau avec lequel ils explorent ces mondes possibles tient une combinaison magique que l'on essaye justement d'avoir ici à Post Digital, une combinaison d'artistes, de scientifiques, d'entrepreneurs qui ont tous en commun d'avoir le corps ici et l'âme là-bas, et qui, pour remplir un petit peu cet espace, jettent de la peinture, des équations. Les studios des effets spéciaux de The Martian de Ridley Scott ont fait partie de l'aventure, des équipes de la NASA spécialisées également, et des chefs de projets universitaires surmotivés ont retrouvé les 4 angles du triangle de Saint-Simon, la manière qu'il avait de décrire la force obligée du progrès. Et comme Los Angeles c'est bien, mais que l'ENS c'est mieux, parce qu'ils ont peut-être Hollywood, SpaceX et Elon Musk et Kanye West, mais on a les Beaux-Arts, Serge Haroche et Jean Ponce, alors on va voir un peu plus grand. Cette année, les étudiants du programme, en paires scientifiques et littéraires, ne devront pas imaginer notre futur sur Mars, mais devront créer chacun leur propre planète. Pendant 6 mois, ils devront faire des objets de recherche, des papiers imaginaires sur cette planète, la construire en texte, et les 8 mois suivants, en proposer un échantillon, la construire réellement, pour nous donner l'impression en juin de pouvoir s'observer ici sur Terre depuis là-bas. Et on fera ainsi peut-être mentir ceux qui voient dans l'ENS un microcosme. L'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on a effectivement la chance, pour explorer notre premier monde, de recevoir les 2 mages qui sont au premier rang de la construction d'une intelligence artificielle moderne, notamment poussée par les récents progrès de l'apprentissage profond. Cette révolution fascine tout le monde, partout. La possibilité exaltante ou paralysante que l'intelligence des machines et logiciels dépasse un jour celle de l'homme, qu'elles prennent conscience d'elles-mêmes pour ou contre nous, qu'elles nous libèrent ou nous privent de travail, qu'elles nous épanouissent ou nous écrasent, c'est la révolution technologique qui cristallise certainement le plus d'espoir et de peur pour le futur de l'humanité. Il y a un courant qui promet une singularité proche, qui devrait nous libérer dans une forme d'abondance. Il y en a un autre qui réclame déjà la fin de ses recherches et réveille une mémoire ludiste très douloureuse. Yann Lequin, vous avez déclaré il y a pas longtemps, pour Le Monde, « Je n'ai jamais vu une révolution aussi rapide. On est passé d'un système un peu obscur à un système utilisé par des millions de personnes en seulement 2 ans. » Vous avez notamment créé un programme capable de reconnaître en temps réel les objets filmés par la webcam d'un simple ordinateur portable. Dans la salle, il y a l'équipe de cardiologues qui automatise le diagnostic cardiaque avec des meilleures performances que nos propres médecins. Les assistants personnels intelligents progressent de mois en mois et cohabitent progressivement avec nos travailleurs humains, parce qu'il faut maintenant le préciser. Le cabinet Baker Hottelster s'est doté en mai d'un premier associé artificiel, Ross, pour travailler sur les affaires liées à des faillites d'entreprises. Mais plus intéressant encore, les intelligences artificielles commencent à prendre le pas également vers des métiers créatifs. L'agence de publicité japonaise McAn a quant à elle fait d'une IA sa nouvelle directrice de communication aux côtés d'autres humains.
créativité artificielle, imagination artificielle même, lorsqu'Oscar Sharp et Ross Goodwin, ensemble, mettent au point un programme appelé Benjamin pour créer le premier film, le premier script réalisé par une intelligence artificielle, Sunspring. Plus léger, plus exaltant ou plus triste, il y a la promesse d'un amour nouveau, réveillé par Her, la célèbre fiction de Spike Jonze, où Théodore s'éprend de Samantha, un système d'exploitation intelligent à qui il ne manque qu'un corps. Seulement, Samantha évoluera plus vite, trop vite pour Théodore, qui deviendra terriblement jaloux devant les centaines d'amants qu'elle cumule. Siri ou Vive n'ont pas encore la souplesse de Scarlett Johansson, mais plusieurs projets ont déjà automatisé le matchmaking sur des sites de rencontres, en reconnaissant les goûts des utilisateurs et en jouant pour lui, en sélectionnant les profils, en commençant à parler, et comme nous, humains sans doute, en s'améliorant d'échec en échec. Une multitude d'applications possibles, donc, les plus sérieuses aux plus simples, et des champs entiers encore à explorer. C'est la raison pour laquelle XPRIZE, que je représente ici, a monté cette année avec IBM Watson une compétition de 4 ans pour explorer l'intégralité des possibles, de l'innovation radicale ou justement de possibles qu'on n'aurait pas imaginé encore aujourd'hui à partir de l'intelligence artificielle. Il s'agit de définir une collaboration homme-machine positive et d'un nouveau genre, l'intelligence artificielle devant se présenter elle-même à TED en 2020 pour raconter ce qu'elle fait. Mais cette année, c'est aussi malheureusement l'échec dramatique de taille, le chatbot bavard de Microsoft, devenu raciste en 12 heures sur Twitter, sous des tests agressifs mal intentionnés de près de 24 000 utilisateurs qui lui ont appris à dire l'horreur. Quoi qu'il en soit, ces progrès ou échecs récents ont libéré notre imaginaire à nouveau. D'ailleurs, les 1200 inscrits à cette conférence se sont pris au jeu pour la plupart de dire une fiction sur le futur de l'intelligence artificielle. Et ce qui est fascinant, c'est que toutes sont radicales, d'un côté comme de l'autre, souvent de l'autre. Julie, par exemple, je ne sais pas si elle est là, Julie, imagine le procès d'une maison intelligente qui se retourne contre son propriétaire. Michael décrit, lui, une intelligence qui connecte nos rêves et nos réalités, le IDEA, Intelligent Dreamer Emotional and Artificial, qui les combinera pour en révéler les liens et anticiper notre futur. Un anonyme, je soupçonne que c'est Béatrice, imagine une machine capable de corriger 30 000 copies dans la minute. Et une autre personne, que je rendrai anonyme cette fois, parle d'une forme intelligente optimisant notre jouissance par apprentissage profond. Souvent, il y a dans les textes un écho permanent de Terminator ou de robots omniscients, comme HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace, qui, devenu paranoïaque, va écraser tout l'équipage. Écraser, c'est l'expression que propose le philosophe Sam Harris, comparant le rapport qu'entretiendra nos machines super intelligentes avec nous au rapport que nous entretenons avec les fourmis, c'est-à-dire un rapport complaisant tant qu'elles ne construisent pas de colonies là où nous souhaitons nous installer. C'est aussi la peur qu'une certaine communauté scientifique semble partager, Stephen Hawking ayant déclaré il y a 2 ans que l'intelligence artificielle pourrait mettre fin à l'humanité. En revanche, Yann Lequin, Jean Ponce, aucun de vous deux ne tombe dans l'alarmisme, ni dans l'excès d'optimisme, d'ailleurs. Vous aviez d'ailleurs conclu votre leçon inaugurale au Collège de France, Yann Lequin, en renonçant aux prophéties apocalyptiques. La semaine passée, l'annonce du Partnership on AI to Benefit People and Society, que vous avez conclu au nom de Facebook avec Google, Amazon, Microsoft et IBM, a pu cependant être interprétée comme la volonté d'empêcher de prochaines dérives. En conclusion, à bien des égards, je permettrais de dire que notre monde aujourd'hui semble donc pris entre des extrêmes, face à des défis millénaires ou nouveaux, mais urgents, et un progrès technologique au premier rang duquel l'intelligence artificielle peut dévoiler un futur peut-être abondant. Un sentiment de possible exaltant, en avant, très proche, mais jamais vraiment là, et dans le dos la peur glaçante d'un compte à rebours entamé en silence, entre 2 mondes, entre 2 villes, aurait certainement dit Charles Dickens, avec ce regard au passé composé pour nous qui ressemblerait peut-être à ce que l'on pourrait observer de nous ici aujourd'hui, depuis là-bas demain. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, and we were all going direct the other way. Alors messieurs, aujourd'hui, il faut que vous nous engagiez dans le rêve des applications de la science que vous développez. Réaliste pour autant,
que vous brisiez les mythes qui déçoivent et nous emmener avec l'amour que vous avez pour vos machines à construire et nous installer du bon côté de ces mondes. Yann Lequin, qui justement a l'habitude d'aider des étudiants, d'ailleurs récemment a rejoint la start-up d'un jeune Américain qui ressemble quelque part à un LinkedIn pour votre vie privée, que j'ai testé hier d'ailleurs, qui marche vraiment très très bien. Et j'ai vu que vous aviez un compte. J'ai vu en revanche que vous n'y alliez pas très souvent. Ce que je vous ai demandé en ami et vous ne m'avez pas encore accepté. Vous êtes donc directeur de Facebook iResearch, FAIR, et professeur à New York, à la New York University NYU. Vous êtes affilié au Core Institute of Mathematical Science et au Center for Data Science. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique de Paris et de l'Université Pierre et Marie Curie. C'est vrai. Vous devenez chercheur au Bell Laboratories en 1988 et nommé directeur du département de AT&T Labs Research en 1996. Vous rejoignez NYU en 2003, Facebook fin 2013. Chef de file de l'apprentissage profond, Deep Learning, qui, depuis quelques années, a révolutionné l'intelligence artificielle, notamment par la reconnaissance visuelle et vocale et le traitement de la langue maternelle. Une des techniques que vous avez développées, le réseau convolutif, est utilisé par toutes les grandes sociétés pour la reconnaissance d'images et de paroles et pour l'assistance à la conduite des voitures. Jean Ponce, aider les élèves, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous êtes directeur du département informatique de l'ENS, vous êtes enseignant-chercheur, vous dirigez l'équipe Willow, qui a pour ambition d'émuler chez l'ordinateur des compétences visuelles, les compétences visuelles de l'être humain. Votre département comprend 36 permanents, 8 équipes de recherche et est structuré par le laboratoire d'informatique de l'ENS LIENS, une unité mixte de recherche CNRS, ENS, INRIA. Vous aurez compris qu'on accueille véritablement deux stars aujourd'hui. Merci encore d'être aussi nombreux. Je vous demande d'applaudir très fort nos deux intervenants. Donc bonjour et merci pour cette introduction très flatteuse. Donc je ne vais pas faire une présentation technique, hein, je vais vous parler de science-fiction, je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle, essayer de remettre quelques pendules à l'heure peut-être, mais aussi simplement discuter. Je ne suis pas amoureux de mon téléphone, et je ne pense pas que ça risque d'arriver dans le futur, mais bon. C'est vrai que moi je fais ce qu'on appelle la vision artificielle, donc c'est comment doter les machines du sens de la vue essentiellement. Et c'est vrai que la raison pour laquelle je me suis mis là-dedans, c'est que quand j'étais petit, mon papa m'a fait lire beaucoup de science-fiction. Alors je vais vous montrer quelques exemples où il y a les exemples que je vous montrerai vont surtout être tournés vers la robotique, plus que le reste de l'intelligence artificielle. Mais je pense que ce sont des bons exemples en général. Donc ça, c'est une illustration que j'aime beaucoup. C'est la version française de iRobot d'Isaac Asimov, qui est un recueil de nouvelles qui a été écrit dans les années 50. Donc moi, quand je pensais à des robots quand j'étais petit, c'était à ça que je pensais. C'est l'illustration de l'édition française du livre des robots des années 70. Ça, c'est un livre qui m'a marqué. Il y a un deuxième livre qui m'a marqué. Alors, je vous donne des conseils littéraires. Je ne suis pas un littéraire, donc excusez-moi. Hein, mais c'est des romans de l'âge d'or de la science-fiction. Asimov est, à mon avis, un écrivain pas terrible. Mais le livre des robots, c'est très très bien. Ça, par contre, c'est un très très bon écrivain, je pense, qui s'appelle Clifford Simak. Et le roman de Maléchien illustre notre futur où l'homme a appris à parler aux chiens. Et c'est le chien qui va prendre la suite, si vous voulez. Et le dernier rempart de l'homme entre les chiens et les fourmis, dont on parlait tout à l'heure, c'est un robot qui s'appelle Jenkins et qui s'occupe des derniers survivants de l'humanité. Et puisque je vous donne des conseils, lisez ce bouquin, c'est très bien aussi. Ça n'a rien à voir, c'est une espèce de vision humaniste entre les extraterrestres et nous, ça s'appelle Way Station. Et si vous voulez, il y a un autre truc qui m'amusait tout à l'heure quand vous parliez, c'est les gens maintenant qui veulent construire des maisons sur Mars, etc. Bon, moi je suis plus vieux que la plupart d'entre vous, d'assez loin. Et quand j'étais gamin, dans la fin des années 60, il y avait des boîtes qui essayaient de vendre des maisons sur la Lune à l'époque. Donc l'histoire se répète un petit peu. Donc les robots, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film des années 50 qui s'appelle Planète Interdite, Forbidden Planet. Et c'est le robot de cinéma sans doute le plus connu de cette époque. J'étais petit à l'époque, hein, je l'ai vu quand j'avais 18 ans, c'était pas du tout en 56. Et donc c'est amusant parce que la
l'affiche montre Robbie comme un être plutôt menaçant qui porte cette jeune fille, jouée par Anne Francis, que vous voyez là, alors qu'en fait, il est très gentil, Robbie. Il ne la porte jamais dans le film, autant que je sache. Et les standards, l'éthique de l'époque était un peu différente. Donc, une des choses qu'il fait dans le film, c'est qu'il y a le cuistot du vaisseau spatial qui a envie d'avoir plus d'alcool. Alors, il a mis une bouteille à Robbie qui est capable de synthétiser tout ce que vous pouvez lui mettre dans sa poitrine. Et donc c'est pour montrer l'imagerie duale, si vous voulez, de ces créatures artificielles, le côté menaçant, mais évidemment le côté gentil. Et là, je vous ai mis 3 exemples. Bon, vous connaissez sans doute tous quand même 2001, l'Odyssée de l'espace. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est intéressant aussi parce que l'ordinateur n'est pas réellement méchant, en fait. Il est victime du conflit entre les ordres qu'on lui a donné, la mission qu'il doit avoir. Et c'est à cause de ce conflit qu'il tue un peu les astronautes. Et ça, je pense, c'est une des premières fois avec Robbie que vous avez vu tout à l'heure. Il y avait un bonhomme dans le robot. Ça, c'est un des 3 robots de Silent Running qui a été qui a été mis en scène par Douglas Trumbull, qui était la personne qui s'occupait des effets spéciaux pour 2001. Et en fait, il y a une petite personne là-dedans. Chose qui sera rééditée pour Star Wars et pour R2-D2. À nouveau, il y a un acteur en fait à l'intérieur de R2-D2. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le même type qui a fait ce film-là est aussi responsable en partie, pas pour celui-là, mais pour un des films que je montrerai tout à l'heure. Une des choses qui est intéressante, comme vous disiez tout à l'heure, je pense que la science-fiction est épuisée parce qu'elle est limitée par la science. Une des choses qui est intéressante quand on passe de 2001 à la guerre des étoiles, c'est qu'on passe d'un univers complètement glacé, qui se veut réaliste, à un univers beaucoup plus chaud, qui lui n'est plus réaliste du tout. Les vaisseaux spatials font du bruit dans l'espace, etc., etc. Donc c'est intéressant. Il y a des livres de science-fiction qui partent du principe, par exemple, qu'il n'y a pas de physique absolue, que des civilisations ont des physiques totalement différentes, ont mis au point des manières de naviguer plus vite que la lumière de manière totalement différente, mais ça marche quand même, donc c'est pas très grave. Évidemment, voilà une autre vision d'un robot, c'est dans Alien, c'est le H, je crois, et qui lui non plus n'est ni gentil ni méchant, enfin lui un peu particulier quand même. Et évidemment, dans Blade Runner, qui est un film que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs, mais les robots ont une apparence humaine et ont des sentiments, etc. Et là aussi, donc, les effets spéciaux ont été faits par Douglas Trumbull. Donc moi, j'ai été élevé avec ça. Et je me suis remis à la recherche vers 82 par là, et avec des robots. Et les robots, ils ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais vu dans mes films, j'avais vu dans mes bouquins. Donc moi, j'ai commencé mes recherches quand j'étais à l'INRIA. Ça, c'est ce qu'on appelle un Renault V80. C'est une espèce de monstre qui fait, je sais pas, au plus haut, il doit faire 2 mètres de haut. Il est capable de prendre une masse, alors je me souviens plus, c'était il y a 35 ans, mais je crois que c'était en gros une masse de 90 kg, de l'accélérer à 1G ou 2G, de l'envoyer à 3 ou 4 mètres par seconde. Donc ce gars-là, il était dans une cage, vous n'avez pas le droit de rentrer, et c'est un peu dangereux. Et c'est un gros machin, ça marche, c'est pas électrique, dans les gros tubes, là, il y a de l'huile qui vient sous pression, etc. Et d'ailleurs, un jour, il s'était arrêté, il était dans une singularité, il ne bougeait plus, il tremblait comme ça. Il y avait quelqu'un du labo qui est rentré dans la cage, qui commençait à taper dessus à coups de marteau pour le dégager de la singularité, donc il a pu se faire tuer de manière instantanée par ce robot. Et donc moi je suis arrivé à ce moment-là, et en fait la partie de la partie de l'intelligence artificielle à laquelle je me suis intéressé depuis le début, c'était donc la vision que là j'essaye bon, c'est pour l'œil du cyclope, hein, c'est son œil qui voit, qui en même temps éclaire. Enfin, il essaye de tuer Ulysse et ses copains. Et à l'époque, en fait, on travaillait non pas avec un cyclope, mais au lieu d'avoir un appareil photo normal numérique, avec un laser qui éclaire une surface, qui vous permet de faire des relevés 3D de cette surface. Après je suis parti de l'INRIA faire un peu de doc au MIT, là, on a commencé à rencontrer des robots un peu bizarroïdes. Et ces robots se demandent un peu. On va, si vous voulez, du robot manipulateur qui est dans même pas manipulateur, d'ailleurs le V80 il peint essentiellement, ou il soude, d'accord. Donc il n'est pas autonome, il ne fait pas grand chose de flexible, à des robots un peu bizarres. Ça c'est un robot sauteur qu'avait fait Mark Raibert entre Carnegie Mellon et le MIT, qui sautait sur un pied. C'était assez remarquable, vous vous demandez un peu à quoi ça sert. Et en fait vous verrez dans un instant que ça sert à beaucoup de choses. Après, je suis parti à Stanford et là-bas, il y avait des gens qui construisaient des mains. Donc, si un jour vous voulez construire des robots qui marchent, il faut les équiper du centre de la vue,
parce que c'est difficile sinon. Il faut les équiper d'autonomie, de moyens de planification, disant je suis ici, je vais aller là-bas. Comment on fait ça? C'est compliqué, c'est difficile mathématiquement. Il faut les équiper de préhension, donc de mains mécaniques qui sont capables de faire des mouvements compliqués, mais aussi d'algorithmes qui vont être capables de contrôler ces mains. Et vous voyez, cette main-là, en fait, la main elle-même est grande comme ça. Il y a un bloc de moteur qui pèse 40 kg, ça, vous ne pouvez pas le monter sur un robot. Évidemment, c'était il y a 30 ans, les choses ont changé un petit peu. Voilà deux autres robots de l'époque. Alors maintenant, la raison pour laquelle la qualité de l'image n'est pas très bonne, c'est une espèce de musée qui est à Stanford. Ça, c'est une plateforme mobile. Vous voyez l'antenne qui est de guingois en haut, c'est une antenne de télé. Le truc avait sa propre chaîne de télé pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur, parce qu'évidemment, c'était trop long à l'époque pour faire les calculs à bord. Ce truc-là est à peu près haut comme ça. Il y avait des capteurs, vous n'avez pas connu, je pense, pour la plupart d'entre vous, les Polaroid avec le petit machin ultrason. Ça, c'est le truc ultrason de l'appareil Polaroid pour essayer d'avoir une information locale sur la géométrie de la scène. Et ça, c'est un des premiers robots manipulateurs jamais construits. Donc, il avait été à Stanford. On l'appelle le manipulateur jaune. Un jour, peut-être je ne devrais pas dire ça, mais je revenais de boire un verre. J'ai cassé la vitre du labo avec le robot. En plus, j'ai essayé d'impressionner quelqu'un qui n'était pas une martienne et ça n'a pas vraiment marché. Donc j'ai fait aussi de la vraie robotique avec des vrais bidules moi-même pendant assez longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vaut la peine d'essayer. La robotique a changé un petit peu dans début des années 90 avec les travaux de Honda. Alors je vais essayer de vous montrer une vidéo, je ne sais pas si ça va marcher. Et jusque-là, j'ai quelques vidéos. Oui. Jusque-là, quand il y avait des robots qui essayaient de marcher, c'est des espèces de machins en fer qui faisaient et qui ne marchaient pas vraiment. Et un jour, Honda a sorti ça. Ils avaient travaillé dans le secret complet pendant, je sais pas, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. C'est un programme de 100 millions de dollars. Et ils ont sorti un robot qui ressemblait avec un type à un astronaute, à Buzz Aldrin, et qui marchait comme une personne normale. Et les gens étaient complètement stupéfiés de voir ça arriver. C'était un peu trompeur parce que le robot en question, il était téléguidé. Donc il a un programme à l'intérieur de lui qui lui dit comment mettre les pieds pour aller du point X au point Y. Mais ce n'est pas un robot intelligent. D'accord ? Mais c'était quand même tout à fait remarquable. D'un point de vue mécanique, contrôle, etc., c'est remarquable. Je vous en montrerai quelques autres qui sont eux aussi tout à fait remarquables. En voilà quelques-uns. Ça, c'est les petits robots Sony qui étaient grands comme ça, qui étaient capables de courir, de sauter. Si vous n'avez jamais travaillé avec des machines, c'est incroyable qu'ils soient capables de faire ça. Et les robots Toyota qui sont capables, qui sont taille humaine, ils sont petits, ils sont comme ça, ils sont capables de jouer de la trompette. Alors pourquoi doteriez-vous un robot de lèvres pour qu'il puisse jouer de la trompette? Je ne sais pas. Mais ils l'ont fait. Ça, c'est les robots que vous avez sans doute vus à la télé, c'est les robots Nao, la boîte française, celle de Baran, ces petits robots en plastique. Et ça, je ne sais pas si vous les avez jamais vus, c'était les robots iBot de Sony, que Sony a en fait vendu dans les grands magasins pendant quelques années, les grands magasins au Japon surtout, qui coûtaient, je crois, 3 000 € la pièce, un truc comme ça. Et moi, j'en ai eu un de mes mains, c'est absolument adorable. On a envie de le toucher, etc. Et ça a été un échec commercial total. Et donc je pense que c'est intéressant. C'est des machines extraordinaires qui ont été. Le design est vraiment bien. Vous voyez, vous avez envie de le tripoter le truc. Faire un robot qui joue de la trompette, c'est incroyable comme truc. Après, à quoi ça sert? Et je ne sache pas aujourd'hui tous ces grands robots humanoïdes qui sont des machines magnifiques aient été réellement utilisés. Si vous voulez voir des choses remarquables. Alors, dans les années 90, ils construisaient ces machins qui sont super beaux et tout. Et maintenant, on essaye, et c'est une des choses qui m'a beaucoup impressionné récemment, on essaye d'avoir des robots qui vont faire vraiment des choses. Et qui ont peut-être, vous n'avez pas envie de les rencontrer le soir dans une allée sombre. Et il y a eu un concours, un défi lancé par l'armée américaine, par DARPA, il y a 1 an ou 2, qui a été gagné non pas par Carnegie Mellon ici, mais par KAIST, qui est une université coréenne. Je vais essayer de vous montrer. Et c'est absolument, quand vous connaissez un peu le domaine, c'est quand même... Voilà, donc il est là, il conduit sa voiture. C'est accéléré 4 ou 5 fois, je ne sais pas. Après, j'ai de la pub de YouTube. Hop.
Et il va sortir, il va ouvrir. Alors il est un peu bizarroïde, vous allez voir. Il va se mettre sur les genoux, bientôt. Hop. Parce qu'une fois à genoux, vous avez beaucoup moins de chances de vous casser la figure. Dans la compétition, qui étaient les plus grandes équipes de robotique humanoïde du monde, les 3/4 des robots sont cassés la figure. Et il n'y en a qu'un seul qui a réussi à se relever, c'est celui de Carnegie Mellon. Et ce qu'il fait là, ça a l'air simple, c'est épouvantablement compliqué. Alors, et là, on se rend compte, c'est un des trucs qui m'a dit, à nouveau, la robotique, c'est utile. Alors, il faut se rendre compte que là aussi, le truc est téléguidé. Téléguidé jusqu'à un certain niveau. Il y a des comportements de base qui sont automatisés. Et il faut qu'il y ait un choix pour les designers de la machine, des algorithmes, jusqu'à quel niveau on veut automatiser, où on veut... Mais ce robot n'est pas, vous ne pouvez pas le mettre là, il va être près de vous, vous aider à faire les courses, etc. Faut pas... Bon, je vais arrêter ça parce que sinon c'est trop long. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc la même personne qui faisait le robot sauteur sur un pied. Hein, il a créé une boîte qui s'appelle Boston Dynamics et ils font des trucs qui sont... Je vais vous montrer 2 vidéos parce qu'il y a des gens à qui, paraît-il, ça fait peur. En fait, si vous avez le son, ça fait ch'tonk, 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 ch'tonk. Mais il va aller dehors, il va marcher dans la neige. Je vais essayer de forwarder un peu, fast-forwarder un petit peu. Il va aller dans la neige, machin, il se débrouille. Il va y avoir quelqu'un qui va essayer de le faire tomber en lui donnant des grands coups de balai. Il ne va pas y arriver. Bon, là, il est toujours dans la neige. Voilà. Et là, il ramasse des caisses. Et là encore, ça paraît intelligent. Regardez ses mains. Ses mains, c'est 2 palettes. Hein. Et les caisses, si jamais il fait les choses automatiquement, c'est parce qu'on a mis des barcodes dessus ou des choses comme ça. Mais par contre, vous voyez le barcode sur le truc. Donc là, je pense que c'est là que le type va venir avec son balai. Et le truc imperturbable, il revient, il recommence, etc. Et à la fin... Et le mec, il n'a pas peur parce que je ne sais pas quelle est la force d'Atlas, mais il peut, si vous donne un coup, il vous fait mal, je pense. Hein. Et le truc, à mon avis, a dû faire peur à des gens, c'est à la fin, quand même, à force de taper dessus, ils arrivent à le faire tomber. Et alors, avec le son, là, il est là, on croit qu'il est mort, puis il se fait ch'tonk, il se relève d'un seul coup. Enfin, il est peut-être mort quand même. Vous imaginez, voilà. Imaginez la force qu'il y a dans les moteurs, qu'il y a dans les chevilles, etc. Je vais vous montrer un autre des robots de Boston Dynamics, qui est leur petit dernier, je crois. Voilà, c'est le robot Spot Mini, qui est un... essayons de voir si je peux... Ils ont une espèce de baissière. Mais là encore, le truc est télécommandé. Il a certains comportements. On peut lui dire allez, de X à Y, baisse-toi de machin, peut-être ouvre ta pince, etc. Mais il n'est pas autonome. Donc il faut se rendre compte qu'il y a des problèmes de recherche extrêmement difficiles derrière pour faire que tout ça marche. La mécanique, certains aspects sont bien, mais il y a encore tout un tas de recherches fondamentales dont il faut qu'il soit fait. Alors là, oui, tous les jours, là, je suis dans mon bureau, il y a des petits robots qui passent. Je le vois même pas. Ah tiens, il va passer sous la table. Alors je vais aller juste au truc où il va sortir sa tête / pince. Hop. Et donc là, le truc est commandé. Le type qui télécommande en gros le robot, il dit simplement la tête ne doit pas bouger, tu tournes autour. Et ça, c'est fait automatiquement. Mais le reste, c'était... Et pareil, là, c'est quelqu'un qui télécommande pour qu'il aille chercher le... Mais néanmoins, c'est une étape préliminaire si on veut avoir des choses comme ça un jour chez nous. On n'y est pas encore tout à fait. Bon. Donc, il y a quand même des progrès assez remarquables. Et évidemment, vous avez sans doute tous entendu parler de la Google Car, hein, qui se conduit toute seule, qui a tué personne, je crois, pour l'instant, enfin, je ne sais rien, etc. Alors, il faut se rendre compte qu'il y a d'autres robots aussi. Ça, c'est des robots jongleurs, donc c'est des petits quadcoptères grands comme ça. Et il y a un labo à Zurich, il y en a d'autres dans beaucoup d'endroits dans le monde, où vous les avez qui jouent au ping-pong essentiellement.
Donc, et ça, c'est des applications importantes aussi. Il ne faut pas juste penser aux voitures et aux robots humanoïdes, ces petits trucs-là, de même que les jouets dont je parlais tout à l'heure. Aibo, le jour où on trouve des jouets pas trop chers qui interagissent un peu avec les enfants, il y a des vraies choses à faire. Évidemment, il y a d'autres robots qui ont eu un vrai succès commercial ou sociétal. Le Roomba, je pense que certains d'entre vous en ont peut-être un, moi j'en ai pas, mais... Et ça a été fait ça a été conçu par une spin-off du MIT qui s'appelle iRobot. Et c'est un truc qui lui-même, pareil, à concevoir mécaniquement est difficile. Et lui, il est totalement autonome. Ça, c'est des trucs merveilleux qui ont été conçus par la même personne qui avait fait la main, là, que je vous montrais tout à l'heure, Ken Salisbury. Et c'est des robots médicaux qui, eux, n'ont aucune autonomie. Il y a le chirurgien a un poste de travail où il y a 2 tiges robotisées comme ça, l'une qui contient un endoscope, une petite caméra, et l'autre qui contient une pince. Et le type voit ce que voit l'endoscope et il bouge ces machins-là et ça bouge à l'intérieur du patient là-bas. Et c'est des choses extraordinaires et ça sauve des vies. D'accord. Donc c'est pour montrer un peu comment on va de la science-fiction à la réalité d'aujourd'hui. Alors maintenant, quelques mots, je vais faire quelques mots techniques, puis après parler des fantasmes. Alors donc l'intelligence artificielle, en général on dit que ça a été inventé plus ou moins dans les années 50, un workshop qu'il y avait à Dartmouth par toute une bande de gens célèbres dont John McCarthy. Et l'idée c'était d'émuler les capacités d'une personne. Dans un espèce de système entier. Donc, on crée une machine qui est intelligente comme vous et moi. D'accord ? Et ça inclut la capacité d'apprendre à partir de données, de parler, de lire du texte, de planifier un mouvement, de voir, de jouer aux échecs, de comprendre, j'ai déjà dit texte, de raisonner, etc. D'accord ? Donc c'est une vue de l'AI comme on dit souvent AI, Artificial Intelligence pour intelligence artificielle. C'est une espèce de vue unifiée. Et ils espéraient au début, quand ils ont lancé le programme, ils espéraient que ça allait être résolu rapidement. En fait, évidemment, c'était abominablement compliqué, ça n'a pas été résolu. Et il y a eu un vent pour l'intelligence artificielle dans les, je ne sais pas si on dit ça en France, une vogue en tout cas, une vogue peut-être plutôt, dans les années 80, jusqu'aux années 80. Puis après, il y a eu un petit crash. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le domaine intégré a éclaté, l'intelligence artificielle elle-même a été un peu laissée de côté. C'est peut-être pas gentil de le dire comme ça, je caricature un petit peu, mais néanmoins. Et ce sont les sous-domaines qui ont explosé et qui ont eu beaucoup de succès. Ceux que j'ai mis en jaune, c'est ceux dont je pense qu'ils ont eu beaucoup de succès. Je suis un peu biaisé parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Les autres, évidemment, il y a eu des progrès, mais c'est là où on a vu des succès très prenants. Évidemment, pour les jeux, vous avez vu récemment DeepMind, je ne sais pas comment ça s'appelle, AlphaGo ça s'appelle, AlphaGo qui a battu le champion du monde. Et donc, ces progrès ont été dus à quoi ? C'est qu'on a des ordinateurs qui doivent être 1 million de fois plus rapides qu'à l'époque, ça aide. On a accès à une quantité de données faramineuse qui est pareil de des millions, voire des milliards de fois, puisque c'était il y a une trentaine d'années, que ce soit par les réseaux sociaux comme Facebook ou par je sais pas moi, les données astronomiques captées par un satellite, mais aussi par des vrais progrès. C'est pas juste un truc, vous avez une boîte où rentrent des données, il y a un gros ordinateur dedans, vous chauffez le truc et ça va sortir ce qu'il faut. Il y a des vrais progrès scientifiques derrière. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle en tant que domaine intégré refait son apparition. Moi je suis un tout petit peu sceptique, mais on verra. Il est possible qu'effectivement il y ait un grand truc intégré. La robotique, je pense, c'est un bon exemple parce que pour avoir un robot qui marche, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait plein de modules qui marchent, il faut qu'il y ait plein de trucs venus de ces domaines et d'autres domaines encore qui interagissent de manière avec succès. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Une machine réellement intelligente, qui sait peut-être, moi je ne vois pas d'indice que ça vienne à court terme, tant mieux si ça arrive, mais bon. Donc là, juste quelques slides sur ce qu'on fait chez nous. Donc on fait de la vision. Et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais juste vous montrer le genre de choses qu'on peut arriver à faire. Donc la vision, c'est quoi ? C'est que vous prenez une image numérique ou une vidéo numérique. Alors pourquoi numérique ? Parce que vous allez la rentrer dans l'ordinateur. Hein. Ensuite, vous prenez un ordinateur. L'ordinateur réfléchit et puis il vous sort une description de ce qu'il y avait dans l'image. D'accord ?
Alors cette description, par exemple, ça pourrait être, si moi je suis l'appareil photo, la description, ça pourrait être la profondeur relative à moi de chaque point dans l'image. Donc une espèce de reconstruction tridimensionnelle de l'image. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est une espèce de description sémantique. Donc pour cette image, que c'est une image prise en extérieur, que c'est un café, qu'il y a des chaises, peut-être qu'il y a un cendrier en bas à droite, peut-être pas. D'accord? Et comment se débrouiller pour qu'une machine fasse ça? Et c'est très compliqué parce que ce que vous voyez, c'est pas cette description, c'est juste une image. Une image, en plus, c'est un truc extrêmement riche où il n'y a pas. Si vous prenez le problème d'essayer de comprendre du langage naturel. Le langage naturel, on sait qu'il y a une grammaire, qu'il y a une syntaxe, qu'il y a des mots, un vocabulaire qui sont un modèle plus ou moins fidèle du langage lui-même. Plus ou moins fidèle, c'est pas un bon modèle, mais c'est un modèle quand même. Dans une image, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des motifs de couleurs. Ces motifs de couleurs ont un niveau de complexité essentiellement infini. Est-ce que vous devriez décrire cette image en termes des chaises, en termes du fait que vous êtes dehors, en termes du fait qu'il y a un cendrier, en termes du fait que vous avez des brins de paille individuels dans la chaise, etc. D'accord? Donc le problème est compliqué, il est même compliqué à formaliser. Et ensuite, trouver un bon modèle, ce qu'il y a dans une image, comment apprendre les paramètres de ce modèle et ensuite essayer de reconnaître les choses, c'est compliqué. Donc chez nous, on fait un certain nombre de choses différentes. On fait de la reconnaissance visuelle. Ça, c'est un cas un peu joué, mais que j'aime bien. C'est où on apprend à distinguer des gravures de Bruegel vraies de gravures de Bruegel fausses. Et ça marche, curieusement, ça m'a étonné. Mais ça marche, mais le nombre de peintures est si petit que ça passe, il n'y a pas de validation scientifique réelle. On fait des choses du genre, comment on peut prendre une image et l'améliorer. Donc si vous prenez une photo de votre grand-mère quand vous êtes en vacances, votre grand-mère typiquement va être un petit point grand comme ça parce que vous êtes trop loin et vous voulez prendre la cathédrale qu'il y a derrière. À la fin, vous aimeriez bien une photo de votre grand-mère, donc vous aimeriez bien les zoomer. Les zooms numériques, c'est l'interpolation, ça ne marche pas bien. C'est comment faire un bon zoom numérique. Et en haut, c'est comment acquérir des modèles tridimensionnels de scènes à partir de photos. Donc ça, c'est un crâne. On n'a pris 15 photos du crâne, juste des photos. Et pouf, on a le crâne. Donc, une formulation typique du problème de reconnaissance visuelle est la suivante. Quelqu'un va décider sur un vocabulaire. Donc, disons, mon vocabulaire dans cet exemple, c'est castor, chaise, arbre. Même si les exemples que j'ai là, c'est des chaises d'un style bien particulier et des arbres d'un style bien particulier. D'accord? Donc quelqu'un va me donner 50 000 images de chaises, 50 000 images d'arbres, 50 000 images de castor. Ensuite, je vais brancher ça dans mon ordinateur. Je construis un modèle de tout ça. Et ensuite, après, donc ça s'appelle une phase d'apprentissage. Après, il y a ce qu'on appelle une phase de test. Je vous donne une nouvelle image et je vais dire qu'est-ce que c'est. Et l'ordinateur là devrait vous répondre castor. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle une tâche d'apprentissage supervisé. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les équations, c'est trop compliqué. Hein. Mais en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est estimer une fonction à partir d'exemples. Il y a une fonction que vous voulez calculer. Vous lui donnez l'exemple de l'entrée de la fonction et de la sortie de la fonction. Et vous voulez calculer cette fonction de manière à ce que sa sortie ressemble aux exemples qu'on vous a donnés. Une fois que vous avez estimé la fonction, vous l'appliquez à une nouvelle image et ça vous dit si c'est un castor ou pas. D'accord? Et très souvent, c'est fait avec des fonctions qui sont linéaires, peu importe. Il y a aussi, donc ça c'est une méthodologie générale. Une autre méthodologie générale dont je ne vais pas vous parler, alors moi j'ai mis convolutionnel, je ne sais pas si convolutionnel ou convolutif. C'est les trucs qu'a fait Yann il y a 20 ans. Donc moi quand j'ai découvert ça, il n'y a pas tout à fait 20 ans, mais 18 peut-être, j'étais ébahi parce que ça reconnaissait des machins comme ça. Et c'est très compliqué à faire. Et il vous racontera comment à peu près la même chose marche sur des choses beaucoup plus compliquées quand vous avez beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. Et aussi évidemment des progrès scientifiques. Alors chez nous, un des axes qu'on explore, c'est l'idée, pour que ces méthodes-là marchent, en gros, il faut qu'on vous donne beaucoup d'exemples et qu'on vous donne beaucoup d'exemples où chacun vous avez une étiquette. Donc on tient une photo de castor, mais il faut qu'on me dise que c'est un castor. D'accord? Ou on peut faire pire. Il faut des exemples tels que celui-là, où il y a quelqu'un qui a pris une photo et qui a la main
est allé détourer. Alors je ne sais pas ce que sont ces animaux, j'imagine que ça doit être des moutons et que ça c'est un chien de berger et que le mec était un berger, j'en sais rien. Il y a un type qui a passé 10 minutes à détourer ces trucs dans l'image. Ils ont fait ça sur 400 000 images. 400 000. Bon. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire ça de manière générale, à terme. Hein, donc il serait bien d'essayer de voir si on peut faire avec moins d'efforts manuels. Alors évidemment, des gens comme Facebook, ils n'ont pas à faire ça parce qu'ils ont des clients. Et donc ils ont des clients qui mettent des notes, hashtag machin, c'est une étiquette. Et donc ça, c'est évidemment des informations qui sont importantes. Donc par exemple, une des choses qu'on fait, c'est qu'on explore cette dimension, le fait qu'on n'ait pas tellement d'étiquettes données à la main, et donc on peut se servir des métadonnées qui avec certains types de données. Par exemple, si vous regardez des films ou des séries télé, leur script est en général disponible quelque part. Dans ce script, il y a un bout de script, il y a les dialogues évidemment, mais il y a aussi une description textuelle de ce qui se passe dans la scène. Et cette description, là en rouge par exemple, correspond à un contenu visuel assez clair. Et donc comme vous avez les deux, ce que vous pouvez faire, c'est essayer automatiquement d'apprendre une description visuelle de la scène en se servant du texte. Alors je ne vous dis pas comment, mais voilà le genre de choses que vous pouvez faire après. Donc ça c'est fait automatiquement, je vous donne un film, je vous donne un vocabulaire d'action, et automatiquement, le système va ralentir quand il pense qu'il a trouvé une action, puis afficher l'action. S'asseoir, voilà, se lever, etc. Ça a l'air simple, mais c'est très très compliqué à faire. Alors évidemment, la machine tend à faire des erreurs. Et je ne vous montre pas les cas où ça fait des erreurs, je vous montre les cas où ça marche bien. Hein. Mais il y a des choses intéressantes. On a aussi fait étiqueter, donc la machine, là où elle trouve des actions, c'est les petits traits là. Mais là, on a aussi demandé à quelqu'un de marquer à la main quand se passaient les actions. Et donc ce qu'on voudrait, c'est que ce que dit la machine soit en gros d'accord avec ce que disent les gens. Et comme vous voyez, la personne a mis des plages temporelles beaucoup plus larges pour les actions. Et vous allez voir, ici, là, ça va être l'action boire. Donc pour la personne, boire, c'est tout ça. Pour l'ordinateur, boire, c'est ça. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que les deux sont raisonnables. Donc pour la personne, boire, ça commence là, c'est une espèce de chose sociale. Blablabla, bla, bla, on discute. Nanana. Pour l'ordinateur, les deux sont raisonnables. Et je ne cherche pas à dire que l'ordinateur a raison, que la personne a raison, et c'est aussi juste un exemple, c'est juste anecdotique. Mais c'est intéressant, je pense. Alors on peut essayer d'aller plus loin, si j'y arrive, et essayer de faire des choses de manière totalement non supervisée. Donc dans le cas précédent, on se servait du script pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la vidéo. Là, on ne se sert de rien du tout, on prend la vidéo. Donc c'est le film Babe où il y a un cochon parlant, qui est mignon, à part qu'il est bizarre quand il parle. Et donc ce que fait le programme, c'est de manière totalement non supervisée, on lui donne juste le film, il essaie de trouver les choses qui apparaissent plusieurs fois dans le film et qui se ressemblent. Et il devient assez bon à trouver des visages d'animaux, parce que ça arrive beaucoup et les visages d'animaux se ressemblent les uns aux autres. Et il devient très bon à trouver le cochon, surtout, parce que c'est le cochon qu'on voit le plus dans notre cochon. Je m'arrête là pour la vidéo. Donc, c'était des exemples. Peut-être je vous montrerai une vidéo supplémentaire. Ouais, je sais pas. Vous pouvez, donc ça, c'est des exemples de reconnaissance visuelle. Vous pouvez aussi essayer de construire des modèles tridimensionnels de personnes, par exemple pour le cinéma, comme pour Avatar, des choses comme ça. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dans Avatar et dans tout, quand vous voyez des gens artificiels dans les films, ils utilisent des méthodes telles que celle-ci ou d'autres. Puis après, à la main, ils vont derrière et puis ils retouchent tout à la main. Sinon, ça ne marche pas. Et ce qui est très important, pourquoi cette dame fait d'horribles grimaces? Parce que ce qui est très important pour que les gens soient réalistes, c'est le fait que les rides, les petites expressions autour de la bouche soient capturées de manière fidèle. Ça, c'est quoi? C'est pour dire qu'il ne faut pas faire que des trucs pratiques, il faut réfléchir un peu. Et ça fait partie d'un modèle théorique d'appareil photo sur lequel on travaille. Il se trouve que ça peut être modélisé par des spaghettis. Ne vous inquiétez pas. C'est pour dire, faites de la théorie aussi. Alors, pour finir, en 3 minutes, les fantasmes. Alors je pense qu'il y a plusieurs fantasmes qu'on peut identifier dans ce cas particulier, mais il y en a un, c'est que les robots sont dangereux. Il y a aussi, on parle très souvent aujourd'hui de robots pour assister les personnes âgées.
Hein, le robot, quelqu'un va pas bien, ben, il va faire comme avec la jeune fille, il va la soulever, l'amener, etc. Imaginez que le robot capable de faire ça, il peut prendre la personne et la casser en deux. Et c'est pas qu'il veut la casser en deux, évidemment. Évidemment, c'est pas faut pas avoir cette peur-là. C'est les robots, un robot capable de manipuler quelqu'un, c'est un robot qui est costaud. Et donc, il y a des problèmes de sécurité qui sont importants. Et aujourd'hui, les robots, je ne suis pas un spécialiste de robotique d'assistance, ça, c'est des travaux faits à Sophia Antipolis par Jean-Pierre Merlet pour des robots d'assistance. Et là, c'est très, très différent d'un robot humanoïde qui va vous porter. C'est une espèce de harnais suspendu à des fils. Les fils sont contrôlés. Et ce truc-là peut déplacer une personne d'un endroit à l'autre, mais a priori sans la casser. Alors évidemment, le fantasme le plus... Enfin, je ne sais pas si c'est le fantasme, il y a des gens avec leur téléphone, encore une fois, mais c'est le système intelligent qui va tous nous faire des misères. Donc Skynet en est évidemment un prototype bien connu. Ce qui est marrant, c'est que cette idée est vieille et récente. Ça, vous ne connaissez probablement pas Colossus, le Forbidden Project. C'est un film des années 70 où les États-Unis construisent un truc un peu comme Skynet qui s'appelle Colossus. Les Russes en construisent un autre qui s'appelle Guardian. Et les deux se rendent compte qu'ils sont intelligents et sont sympas l'un avec l'autre et ils nous exterminent. Ils veulent nous exterminer. Je ne me souviens pas comment ça se souvient. Ça, c'est un autre exemple qui mélange à nouveau les fantasmes. C'est Ex Machina, je ne sais pas si vous l'avez vu, où le robot est une intelligence froide, machin, qui séduit un homme et à la fin, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est partir sur Internet pour se disséminer. Alors, encore une fois, moi, je ne pense pas que la machine intelligente soit là bientôt. Et donc, il ne faut pas trop se faire de soucis. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, les gens parlent à nouveau, comme vous avez des meetings sur ce genre de choses, les gens parlent à nouveau, qu'est-ce qu'on va mettre pour forcer les robots à être gentils. Ils redécouvrent, en gros, je ne sais pas si vous les connaissez, les 3 lois de la robotique. C'est un vieux machin d'Asimov. D'abord, il ne faut pas te faire mal aux gens, ensuite, il faut obéir, puis après, il faut se protéger. C'est pas plus bête qu'autre chose. Et ça, je ne sais pas si vous avez vu le film, je suis désolé, je donne des conseils. C'est un film qu'au départ, je pensais que ce serait une vraie bêtise, mais c'est l'adaptation cinématographique de iRobot, qui est en fait un très bon film. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce film, c'est que c'est fait, je pense, de manière totalement délibérée, je n'ai pas parlé au metteur en scène. Hein. C'est le vieux modèle de robot et le robot moderne dans le film. Et les vieux robots, ils sont un peu bêtes, et ça, c'est le robot intelligent, etc. Et ce qui est marrant, c'est que visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que celui-là est beaucoup plus joli que celui-là. Celui-là est bizarre. Et je pense que c'est délibéré de la part des metteurs en scène, mais c'est un truc qui est aussi connu, ça s'appelle Uncanny Valley ou je ne sais pas quoi, que si les choses commencent à être réalistes, mais pas tout à fait assez réalistes, ça met les gens mal à l'aise, tandis qu'un truc stylisé, par contre, lui n'est pas grave. Et donc en fait, les robots ne sont pas méchants, ni lui quand il est comme ça, ni les autres des robots. C'est l'intelligence artificielle qui les contrôle, qui s'appelle Vicky, je crois, je ne me souviens plus, qui a décidé d'opprimer l'humanité. Et en fait, elle a décidé d'opprimer l'humanité à cause des lois de la robotique. Et je pense que c'est intéressant, même si je dis naïf, c'est l'idée d'un robot, le robot est un esclave, puisqu'il ne doit pas faire du mal, etc. Et un esclave avec des règles qui vous contraignent à être un esclave, c'est invivable. Et donc, il y a toujours une révolte à cause de ça. Mais encore une fois, les machines intelligentes ne sont pas encore là. Ça, je n'ai pas pu résister. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des soucis parce qu'on va faire l'homme augmenté, ou la femme augmentée, pardon, qui va vivre 500 000 ans, qui aura la mémoire dure, je ne sais pas quoi, d'un fil, etc. Je pense qu'on n'y est pas encore. Il y a des progrès, hein. Il y a des exosquelettes, ça arrive. C'est une société française pour des gens qui sont à mobilité réduite. Des rétines artificielles, je pense qu'on y arrivera sans doute sans problème, des choses comme ça. La plupart d'entre vous n'ont probablement aucune idée de qui sont ces braves gens. En français, ce feuilleton s'appelait L'homme qui valait 3 milliards parce que c'était 6 million $ men. À l'époque, le dollar valait 5 francs, soit 500 anciens francs. Et donc, c'est l'homme qui valait 3 milliards d'anciens francs. Et donc il courait toujours, il courait très vite, donc il toujours comme ça. Et c'était la copine Super Jimmy qui avait des membres artificiels, etc. Alors pour finir, j'ai 2 slides et je m'arrête, je parle trop longtemps. Un truc qui est intéressant, c'est les véhicules autonomes. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant que Uber a maintenant une flotte de taxis automatiques à Pittsburgh qui sont déployés. Vous commandez à Pittsburgh un taxi sur Uber, vous pouvez avoir une voiture de métier qui vient. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'ils sont vraiment en train d'arriver. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont un pilote de sécurité. Donc la voiture arrive, mais il y a un mec dedans.
hein. Ce que je pense est une bonne chose à faire. Et les voitures automatiques, je pense aussi, posent un certain nombre de problèmes qui sont intéressants de manière générale. L'acceptabilité. Est-ce que les gens vont accepter d'avoir une voiture qui se trimballe autour d'eux? De même, qu'est-ce qu'ils vont accepter le jour où on sera capable d'avoir un robot intelligent, encore une fois, qui soit capable de voir, de planifier, de manipuler, etc., etc. Comment les gens vont accepter ça? Quel est le risque sur les emplois? Les gens sont beaucoup là-dessus. Moi, à part les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de camions, je ne suis pas tellement sûr des pertes d'emplois de masse que peut apporter l'intelligence artificielle, mais il y en a peut-être, je ne suis pas un spécialiste. Il y a évidemment des problèmes d'éthique, les gens en parlent souvent. Si la voiture décide qu'il faut tuer une grand-mère ou un bébé, qui sait qu'il faut que tuer? Bon, c'est des problèmes effectivement d'éthique, mais il y a surtout, je pense, enfin surtout, il y a des problèmes de réglementation. Comment on va laisser ces trucs-là se balader parmi nous? Il y a un problème extrêmement intéressant à mon avis, c'est l'histoire de système. Donc, pour illustrer l'histoire du système, je parle de l'histoire de Tesla et Mobileye. Donc Tesla, c'est voiture électrique. Et Mobileye, c'est une société, celle d'Elon Musk. Mobileye, c'est une société israélienne qui fabrique des systèmes de perception visuelle, basés sur des réseaux convolutifs, profonds et choses comme ça, qui marchent très très bien. Et c'était le système de perception qui équipait les Tesla. Et en juin, je crois, quelqu'un qui était là dans sa Tesla, qui a un truc de conduite automatique, j'ai pas lu le papier en détail, mais il a dû faire à sa femme, regarde, il a enlevé les mains, et puis le truc s'est craché. Et je blâme pas Tesla ni rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit après, certaines personnes ont dit que c'était la faute du système de vision. Il y a le camion qui est passé, il était tout blanc, notre vision a été confus, etc. Mais est-ce que c'est réellement... Et après, Mobileye et Tesla ont décidé de ne plus travailler ensemble. Mais est-ce que c'est vraiment la faute du système de vision? À qui est la faute? Parce que tout système intelligent, entre guillemets, système de perception, système de navigation, système de manipulation, c'est pas comme un programme normal. Un programme normal, vous lui donnez une entrée, il vous donne toujours la même sortie. Là, on lui donne des données, il va donner une sortie qui va être en général la bonne, mais pas toujours. Ou bien la bonne à un epsilon près. Et ça, on arrive, quand il n'y en a qu'un, c'est relativement facile à modéliser. Pour conduire une voiture, vous empilez ça avec un système de navigation, un système de je sais pas quoi, un système de décision et tout. Et avoir tout ce qui marche de manière sereine, disons, est très compliqué. Et s'il y a une panne, dirais-je, qui se passe, sur qui faut-il rejeter la faute? Ce sont des problèmes qui sont pas du tout évidents. Et il y a des problèmes scientifiques derrière qui sont vraiment intéressants. Comment faire cette intégration et modéliser tout ça? C'est vraiment intéressant. Et je m'arrêterai là. Merci. Bien. Alors c'est très bien de passer après Jean parce qu'il a jeté les bases de pas mal de choses que je vais aborder. On a toujours des discussions en général qui sont tard le soir après avoir bu quelques verres. Et il dit toujours que je suis un geek, ce que j'accepte totalement. Et je dis que lui aussi est un geek, qu'il n'accepte pas. La première chose est vraie, la deuxième est fausse. Voilà. Alors, en fait, je vais confirmer cette hypothèse-là, parce que mon speech va être probablement beaucoup plus geeky que le sien, mais on va voir. Alors, oui, on a tous été influencés par la science-fiction en étant petits. Pour moi, si je devais tracer, disons, l'œuvre en général qui m'a influencé le plus, c'est probablement 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, non pas parce qu'il y a un ordinateur meurtrier, mais parce que ça réunissait un petit peu tous les thèmes qui m'intéressaient quand j'étais petit. Donc, le film est sorti en 69 en France. J'avais 9 ans, je l'ai vu quand j'avais 9 ans à Paris. Et ça m'a laissé une trace indélébile. Alors non seulement il y a les ordinateurs intelligents, ce qui était passionnant, mais aussi les voyages dans l'espace, l'origine de l'humanité, l'émergence de l'intelligence, etc. Enfin tous les thèmes qui sont le dépassement de l'humanité, etc. C'est un film magnifique, qui correspond pas dont le rythme ne correspond plus très bien au rythme des films à l'heure actuelle. C'est un film très lent, mais absolument magnifique. Et alors, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas lu le roman, l'ordinateur fait une erreur de prédiction à cause effectivement d'un conflit, on lui avait dit de mentir. Et
les équipiers, les deux équipiers, les autres équipiers sont endormis, mais les deux équipiers qui sont pas endormis discutent de manière isolée dans la petite salle des navettes là, de ce problème et se disent que peut-être il va falloir déconnecter Hal. Et Hal lit sur leurs lèvres. Ils ont éteint toutes les radios, donc il ne peut pas les entendre, mais à travers le hublot, là, ça c'est l'œil d'Hal, il arrive à lire sur les lèvres des équipiers, et donc prend peur. Donc il tue un des équipiers, Frank Borman, et puis l'autre va à sa recherche dans l'espace, et donc prend une de ces petites navettes, et ensuite veut rentrer dans le vaisseau, et Hal ne le laisse pas rentrer. Donc il y a une phrase très célèbre, « Open the pod bay door, Hal ». Et Hal dit « Sorry Dave, I'm afraid I can't do that ». J'ai une carte de visite de Facebook avec une tagline en bas qui dit « Open the pod bay door, Hal ». Très geek. Et la réponse c'est « Sure Dave, I can do that for you ». Alors évidemment, Dave arrive à rentrer dans le vaisseau spatial. Et voilà l'antre. Donc ça, c'est l'ordinateur HAL. Chacun de ces petits modules lumineux est un module de mémoire holographique. C'était l'idée qu'on se faisait de l'époque. Alors le conseiller en informatique de l'époque qui a conseillé pour ce film était un certain Marvin Minsky, qui est mort cette année, en fait, qui était un des pionniers de l'intelligence artificielle. Et donc il y avait cette vision un petit peu à l'époque, au début des années 60, donc, de à quoi ressemblerait un ordinateur intelligent. Et alors il y a cette scène extraordinaire de la mort de Hal, où Dave déconnecte chaque module qui remonte de son logement progressivement, et Hal régresse vers l'enfance. Alors ça suggère encore une fois le fait que l'ordinateur en question, Hal, a été entraîné, c'est-à-dire qu'il est capable d'apprentissage, il a la mémoire, etc. Et surtout, il a peur de la mort. Alors, tout ça, en fait, ça appelle à ça fait référence à des questions qu'on se pose. Si on fabrique des machines intelligentes, auront-elles les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes peurs que les humains? Et en fait, à mon avis, pas du tout. C'est-à-dire que j'adore ce film, mais je pense que ce côté-là du film, en fait, est probablement inexact. Je reviendrai là-dessus plus tard. En fait, on espère que les machines intelligentes, aussi bien, si elles sont intelligentes ou pas, en fait, seront au moins de bons automatismes, de bons esclaves, comme disait Jean. Il y a l'histoire dans Hitchhiker's Guide to the Galaxy de l'ascenseur dans le vaisseau spatial, à qui qu'il faut convaincre pendant une demi-heure pour arriver à aller au deuxième étage, parce qu'il demande, pour des raisons métaphysiques, pourquoi il faudrait qu'il nous emmène au deuxième étage. Il est trop intelligent, en fait, pour faire marcher un ascenseur. Alors ça conduit à des mauvaises compréhensions entre machines automatiques. C'est le plus mauvais système d'ouverture de porte de garage qu'on ait jamais vu. Alors, tout ça, ça remonte effectivement aux années 50, comme le disait Jean, et une des choses qui m'a frappé, qui m'a un petit peu amené dans le domaine, autre que la science-fiction, c'est en fait la philosophie. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, à la fin des années 70, début des années 80, je suis tombé sur un livre en fait, qui discutait un petit peu du compromis entre l'apprentissage et l'inné et l'acquis, si vous voulez. C'était un débat entre Noam Chomsky, qui est le linguiste bien connu, dont un des arguments est que la langue est trop universelle pour être complètement apprise, donc il doit y avoir des parties innées dans l'apprentissage de la langue, la langue humaine. Et puis par ailleurs, Jean Piaget, un psychologue suisse, psychologue du développement, qui argumentait au contraire que beaucoup de choses étaient apprises, etc. Et du côté de Jean Piaget, argumentait un certain Seymour Papert. Seymour Papert était un mathématicien d'MIT qui auparavant avait travaillé sur un modèle qui s'appelle le perceptron. Alors le perceptron, c'est pour ceux d'entre vous qui regardent Futurama, c'est un des personnages en Futurama. Je crois que c'est le robot psychologue ou psychiatre. Mais c'est un vrai truc, en fait. Donc ça a été construit dans les années 50 par l'université de Cornell. Et c'était pas un ordinateur, c'était pas un programme sur un ordinateur, c'était un ordinateur analogique, dont on voit quelques photos ici en bas.
Et c'était une des premières machines capables d'apprentissage. Donc, en fait, l'idée de base dérivait de travaux de psychologues des années 40 et du début des neurosciences, neurophysiologie, par lesquels les gens avaient identifié que l'apprentissage dans le cerveau procédait par modification de l'efficacité des synapses, qui sont les connexions entre les neurones. Donc ça avait excité beaucoup de gens dans les années 50, avec la création d'un champ complet qu'on appelait à l'époque la cybernétique, qui a un petit peu disparu. Et des gens comme Marvin Minsky, en l'occurrence, et puis d'autres, se sont intéressés à ce qu'on pouvait faire avec des circuits de neurones simulés, si vous voulez, ou électroniques, ou programmés. Et puis des gens comme Frank Rosenblatt, qui est l'inventeur du perceptron, a décidé d'essayer d'implanter, de réaliser un système capable d'apprentissage et qui apprend par modification d'efficacité entre des connexions entre des neurones simulés. Alors ce qu'on voit ici, c'est ce perceptron en fait avait une espèce de caméra capable de capturer des images de très très basse résolution, c'est du genre 8 pixels par 8 pixels, sinon moins. Et puis ce qu'on appelle un extracteur de caractéristiques, feature extractor en anglais, qui est un espèce d'assiette de spaghetti, là, c'est des fils connectés un petit peu aléatoirement, qui transforment l'image en fait, qui détectent des motifs très simples sur l'image. Et puis ensuite ce qu'on appelle un classifieur, et c'est là que fonctionne l'apprentissage. La manière dont ces efficacités synaptiques, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu l'électronique, c'était des potentiomètres, c'est-à-dire les mêmes boutons qu'on a sur les amplificateurs, hein, des résistances variables. Et pour les faire changer, il y a un moteur électrique dessus. Donc pour entraîner la machine, on lui présente par exemple la lettre C, et puis on veut que la machine la classifie comme la lettre C, ça veut dire allumer une lumière rouge, allumer une lumière verte si c'est la lettre B par exemple. Donc on lui dit qu'il faut allumer la lumière rouge. Et ce que fait la machine, c'est qu'elle fait tourner tous les boutons un petit peu dans la bonne direction pour que la lumière rouge s'allume plus. Et c'est relativement facile de déterminer dans quelle direction bouger les boutons. Donc on répète ça avec des centaines de fois, en changeant l'exemple à chaque fois. Et au fur et à mesure, la machine finit par arriver à distinguer les B des C. Alors si on projette ça dans une situation un peu plus moderne, on peut voir un algorithme d'apprentissage, donc on appelle ça l'apprentissage supervisé. Alors c'est supervisé parce que c'est un processus qui est un petit peu similaire à montrer un livre d'images à un enfant. On collecte des centaines, des milliers, des dizaines de milliers ou quelquefois des millions d'images, donc par exemple de voitures et d'avions. Et puis disons qu'on voudrait que la machine allume la lumière rouge pour les voitures et la lumière verte pour les avions. Alors on lui montre une image d'une voiture, et si elle n'allume pas la lumière rouge, on a une méthode pour ajuster des boutons sur la machine qui correspondent à des efficacités de connexion entre neurones simulés à l'intérieur de la machine. Donc c'est un modèle particulier d'algorithme d'apprentissage, il y en a plein d'autres, mais disons, on va parler de ça. Donc on peut voir la machine comme une boîte avec plein de boutons dessus. Et c'est relativement facile de savoir en tournant un bouton si ça va augmenter la luminosité d'une lampe ou pas. Donc on sait dans quelle direction tourner tous les boutons pour que la lampe rouge s'allume un peu plus. Et puis pareil, quand on montre un avion, on peut faire la même chose, mais pour la lampe verte. Alors à force de montrer des milliers d'exemples, des dizaines de milliers d'exemples comme ça, d'ajuster tous les boutons un tout petit peu à chaque fois pour que la bonne lumière s'allume, finalement, elle finit par s'allumer tout le temps pour les voitures, même si c'est une voiture qu'elle n'a jamais vue avant. C'est ce dont parlent les gens aussi, la période de test. Et pareil pour les avions. Alors le problème de ça, bien sûr, c'est que les avions, les voitures, les chaises apparaissent sous des formes très différentes, très diverses, et c'est très difficile pour la machine d'abstraire la notion de chaises, de voitures, d'avions, etc. Et donc ça a pris des décennies pour la communauté, en fait, pour arriver à faire marcher ce genre de méthode. Alors, quand on parle d'apprentissage profond, deep learning, ce dont on parle, c'est en fait une architecture particulière de cette machine avec plein de boutons dessus. Alors typiquement, ces machines, en fait, dans une situation moderne, donc l'image fait quelques centaines de pixels par quelques centaines de pixels, il n'y a pas besoin qu'elle soit de très haute résolution. Et le nombre de boutons sur la boîte est de l'ordre de plusieurs centaines de millions. Alors évidemment, ce n'est pas des vrais boutons qu'on tourne à la main, tout ça c'est
c'est des nombres dans un ordinateur, et l'ordinateur fait des calculs, et l'algorithme d'apprentissage en fait, trouve dans quelle direction bouger les boutons pour allumer plus ou moins la bonne lampe à chaque exemple. Et ce qui fait qu'on parle d'apprentissage profond, c'est que ces machines en fait, sont constituées d'une espèce de cascade ou de séquence de modules, tous ces modules étant entraînables, chacun avec ses millions de boutons. Et le système est entraîné de A à Z, c'est-à-dire qu'on lui donne une voiture, on lui dit produis la sortie pour la voiture, qui correspond à une combinaison de nombres en fait. Et elle a juste ces centaines de millions de paramètres pour sortir la bonne sortie. Alors une architecture particulière pour ça, effectivement, sont les réseaux convolutifs ou convolutionnels. Et parmi ces premiers systèmes, c'est des systèmes que j'ai construits avec mes collègues à Bell Laboratories dans le New Jersey à la fin des années 80, début des années 90. Et ce qu'on arrivait à faire à l'époque, avec les ordinateurs et les bases de données de l'époque, c'était reconnaître des caractères manuscrits. Alors ce que vous voyez ici, c'est un peu l'activation interne en fait, du réseau. Donc le réseau est constitué de 5 ou 6 couches. Là, on n'en voit que 5, mais bon, il y en a 2 autres qu'on ne voit pas. Donc l'entrée est ici, c'est la rétine, si vous voulez. Ça, c'est la première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche. Et puis, il y a 2 autres couches qu'on ne voit pas, y compris la couche de sortie qui classifie les caractères. Et ce qu'on voit à l'intérieur, chaque pixel, ici, correspond à l'activation d'une espèce d'une unité, ce qu'on appelle une unité. On n'ose pas les appeler des neurones parce que c'est beaucoup très simplifié par rapport à des vrais neurones. On n'essaie pas vraiment de simuler des neurones, mais disons, l'idée de base est la même. Disons, ces unités sont des neurones de même manière que les ailes d'un avion sont similaires aux ailes d'un oiseau. C'est beaucoup plus simple, mais disons, ça remplit un peu la même fonction. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les couches, la représentation de l'entrée devient plus abstraite et surtout plus indépendante de variations de l'entrée qui n'ont aucune importance. Donc quand on déplace un 3, c'est toujours un 3. Et en fait, au fur et à mesure qu'on se déplace dans les couches ici, la configuration qu'on retrouve ici en fait, dépend de moins en moins des détails de la position ou du style du caractère, mais dépend en fait essentiellement de sa catégorie. Donc ça marchait bien en 1993. En fait, je vais peut-être vous montrer une petite vidéo. Donc ça, c'est un des prototypes qu'on avait fait au début des années 80. La personne que vous voyez là, c'est moi quand j'étais plus jeune. Ça, c'est mon numéro de téléphone à Holmdel, New Jersey, à Bell Labs, qui ne marche plus. Et donc, je tape sur une touche, et puis ça prend quelques secondes, et puis ça arrive à reconnaître les caractères. Et c'était un des premiers systèmes de ce type-là, capable de reconnaître des caractères imprimés, ce qui est relativement facile, mais aussi des caractères manuscrits, à une vitesse tout à fait raisonnable. Ça tournait en fait... donc à l'époque, c'était les ordinateurs à base de 300 ou 486, et une espèce de carte spéciale dedans pour que ça aille assez vite, capable de 20 millions d'opérations par seconde. Ce qui à l'époque était assez incroyable. Donc maintenant on est capable de millions d'opérations par seconde. Donny Henderson, un des ingénieurs du labo, Rich Howard qui était le directeur du labo. Et ce qu'on est arrivé à faire avec ces méthodes plus récemment, disons dans les 3-4 années qui viennent de se passer, c'est de reconnaître des objets à part entière dans les images. Un peu ce dont parlait Jean aussi. Alors ce qui est intéressant quand on parle à nos amis qui travaillent sur les neurosciences, c'est qu'au fur et à mesure que l'algorithme d'apprentissage s'entraîne, avec de plus en plus d'exemples, les motifs qui sont détectés par les unités dans les basses couches, en fait, ressemblent un petit peu à ce que les gens des neurosciences voient, les neurophysiologues voient dans le système visuel des mammifères. Donc en fait, les motifs qui sont détectés sont des contours orientés. C'est-à-dire ce qu'on voit ici, c'est une espèce de pochoir en fait, qu'on applique sur un petit morceau de l'image. Et si ce petit morceau de l'image ressemble un peu à ce motif, l'unité correspondante va s'activer. Donc ça, c'est la liste de tous les motifs en fait, que le système détecte sur l'image, un peu partout sur l'image. Et puis ensuite, au niveau suivant, chaque unité détecte en fait une combinaison de ces motifs qui peut former des formes un peu plus compliquées. Et puis on arrive à une espèce de hiérarchie de
de motifs qui sont détectés. Et donc le système apprend ça de A à Z sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Donc au premier niveau, encore une fois, des petits contours orientés très simples. Et puis quelques couches après, des motifs un peu plus compliqués comme des cercles, des coins, enfin des choses comme ça. Et puis quelques couches plus tard, encore des motifs bien plus compliqués avec des morceaux d'objets, des têtes d'oiseaux, des choses comme ça. Et puis à la fin, c'est des catégories. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça marche si on construit ces réseaux avec quelques centaines de millions de ces coefficients ajustables en fait, qui connectent les unités les uns aux autres. On peut les entraîner avec des milliers de catégories, des millions d'exemples d'apprentissage. Et ça prend quelques milliards d'opérations de reconnaître une image. Alors pour vous donner une idée de l'échelle de comment ces choses sont développées par des compagnies comme Facebook, Google, Microsoft, IBM et autres. Facebook, chaque jour, les utilisateurs de Facebook téléchargent environ 1 milliard, 1,5 milliard de photos sur Facebook. Donc c'est juste le site bleu. Je ne parle pas de WhatsApp, Instagram ou Messenger. Et chacune de ces images, 1 milliard, 1,5 milliard par jour, passe par 2 réseaux convolutifs, très similaires à ce que je vous ai montré, en moins de 2 secondes. C'est-à-dire moins de 2 secondes après que la photo a été téléchargée. Et ces 2 réseaux convolutifs reconnaissent les objets dans les images. Et pour les gens qui ne sont pas résidents d'Europe, ils reconnaissent aussi les visages. Mais ce n'est pas allumé en Europe. Donc ça vous donne une idée en fait de l'échelle à laquelle ces systèmes sont déployés. C'est utilisé un petit peu partout. Donc on peut reconnaître des objets, on peut identifier la position d'un corps humain, on peut... Et alors il y a un phénomène intéressant qui s'est passé ces dernières années, c'est que ces réseaux en fait sont devenus de plus en plus compliqués, de plus en plus grands, de plus en plus profonds, avec beaucoup de couches. Certains ont une centaine de couches. Et donc on assiste à une espèce d'évolution, d'explosion cambrienne là, dans l'évolution de l'architecture des réseaux. Alors une application amusante en particulier, qui est 2 applications qui ont émergé ces dernières années. Une en fait qui date d'assez longtemps, qu'on appelle la segmentation sémantique. C'est quelque chose qui consiste à appliquer un système de reconnaissance sur toute une image pour identifier chaque pixel dans l'image. C'est-à-dire chaque pixel est classifié dans ce cas-là comme étant soit la route, un arbre, un bâtiment, une personne, une voiture, etc. Alors celui-là, c'est un système qui a 5 ou 6 ans, 6 ou 7 ans en fait plutôt, et qui est loin d'être parfait. Il y a des bien meilleurs systèmes. Donc là, il dit que certains pixels sont du désert, là, quand ils sont un peu lumineux. En fait, c'est au milieu de Manhattan, il n'y a pas de désert. Il n'y a certainement pas de plage. Mais bon, ça marchait à peu près bien. Et puis plus récemment, les gens étaient capables de produire du texte à partir d'images et de produire des descriptions d'images. Donc ici, par exemple, a man riding a skateboard on a ramp, ce qui est relativement correct. Ou a man wearing skis on the snow, c'est à peu près correct aussi. Alors, ça a l'air beaucoup plus impressionnant que ça ne l'est en vérité. La raison étant que ces bases de données sont assez restreintes au niveau diversité des phrases qui doivent être produites, et donc on peut quelquefois on leur donne une photo et ils disent absolument n'importe quoi parce que c'est pas dans leur domaine d'expertise. Alors un effet que ces travaux ont eu, particulièrement pour la segmentation sémantique, c'est en fait se rapporte à ce dont parlaient les gens plus tôt. Des compagnies comme Mobileye, la compagnie israélienne qui fait les systèmes de vision pour les Tesla, qui les faisait jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils divorcent, donc utilise la segmentation sémantique ainsi que d'autres techniques, mais basées sur les réseaux convolutifs pour le système de pilote automatique des Tesla et d'autres. En fait, leurs systèmes de vision sont utilisés par plusieurs constructeurs. Donc ça a des conséquences assez directes, ça va sauver des vies, hein, clairement, la sécurité routière va augmenter grâce à ces systèmes-là. Soit pour la conduite autonome, mais plutôt pour la conduite assistée, en fait. Et puis Nvidia, la compagnie que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils font les cartes graphiques accélératrices, en fait, se sont aperçus, ont adopté un petit peu la religion du deep learning récemment, se sont aperçus que leurs ordinateurs étaient tout à fait, enfin leur carte graphique était tout à fait adaptée aux calculs nécessités utilisés pour les réseaux neurones, et donc ont un peu redirigé la compagnie, une partie de la compagnie, de travailler là-dessus. Et donc sortent des
des systèmes de conduite, enfin, à la base duquel on peut construire des systèmes automatiques. Je vais vous montrer 2 démos. Voilà, donc ça c'est un système construit par NVIDIA, en fait par d'anciens collègues de Bell Labs dans le New Jersey, une équipe dirigée par Urs Müller. C'est une voiture qui est conduite par un réseau convolutif. Donc c'est un réseau convolutif qui regarde avec une caméra. Donc là il n'est pas entraîné, très bien. Enfin, il était entraîné pendant pas longtemps, donc il ne marche pas très bien encore. Et puis au bout de quelques heures d'entraînement, il arrive à se conduire beaucoup mieux. Donc voilà, il sort les mains, y compris dans des endroits où bon, c'est pas très facile de conduire parce qu'il n'y a pas de marque évidente sur la rue à éviter. Puis là où il y a un obstacle devant qu'il arrive à éviter. Donc ce système-là en fait est très simple, c'est un réseau convolutif qui regarde la sortie de la caméra, l'image qui vient de la caméra, et qui sort un angle de volant, et puis qui régule la vitesse aussi. Donc c'est extrêmement simple, ça court-circuite un peu le problème dont parlait Jean au départ, qui est que quand on assemble un système compliqué, on a un peu de mal à savoir comment tout va marcher ensemble. Là c'est entraîné de A à Z. Alors évidemment c'est pas parfait, hein, mais il y a encore beaucoup de travail pour que ce soit un système utilisable en pratique, mais bon ça peut conduire sur l'autoroute. Ça a été entraîné en Californie, mais ça marche dans le New Jersey. Et puis ça marche même la nuit. Alors là, il a été entraîné avec je crois c'est quelques milliers d'heures de conduite, donc simplement en observant des conducteurs humains qui conduisent, et puis en essayant de prédire ce qu'aurait fait un humain dans la même situation. Alors l'état de l'art pour la vision à l'heure actuelle, on sait à partir de bases de données similaires à celles qu'a décrit Jean, mais en fait en utilisant ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé faiblement supervisé, on arrive à faire des machines qui non seulement identifient un objet, mais aussi dessinent le contour de l'objet et arrivent à identifier la localisation de l'objet. Donc ça, ce sont des exemples de propositions d'objets que font la machine. Donc c'est aussi un réseau convolutif, hein, donc qui a 2 sorties, une sortie qui est le masque de l'objet, puis l'autre qui est la catégorie de l'objet. Et donc on arrive à faire des choses un peu comme ça, identifier les téléphones, les personnes, les ordinateurs portables, les personnes même quand elles sont derrière des grillages, même quand on voit que la tête. Il y a une espèce de masse informe toute floue derrière, qui est identifiée comme une personne, le frisbee, les brocolis. Vous avez des brocolis, donc c'est la référence à Gottlieb. C'est pas de la science-fiction. Oh bah si, il y a de la science-fiction dans Gottlieb. Et c'est pareil, c'est une autre génération, je sais pas si la référence culturelle ici fonctionne. Et on peut compter les moutons. Donc ça, c'est un peu l'état de l'art, disons, en vision. En fait, à Facebook, on a donc ce système-là qui a été développé à Facebook. On a des prototypes pour identifier tous les objets dans les images qui permettent aux non-voyants de connaître le contenu d'une image sans le voir, simplement soit en écoutant la liste des objets qui sont dans l'image, soit en déplaçant le doigt sur l'image, et puis la machine dit le nom de l'objet sous lequel est le doigt. Donc ça permet aux gens d'avoir une idée de la distribution spatiale des objets, etc. En fait, je vais peut-être vous montrer une autre petite vidéo. Is there a baby? Yes. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un système de questions-réponses visuelles. Donc la machine voit une image, et ensuite une personne, simplement en parlant, pose des questions, et la machine répond. What is the man doing? Typing. Is the baby sitting on his lap? Yes. Are they smiling? Yes. Is there a baby in the photo? Yes. Where is the baby standing? Bathroom. What is the baby doing? Brushing teeth. What game is being played? Soccer. Bon, c'est football. Is someone kicking the ball? Yes. What color is the ball? Yellow. What game is the dog playing?
Frisbee. What color is the dog? Black. Is the dog wearing a collar? Yes. What is the cat sniffing? Banana. Where is the cat? On bed. What color is the cat? Black and white. What color are the bananas? Green. Voilà. Alors, c'est pas de la triche, mais tout ça, c'est une vraie démo. Mais il y a quand même une petite arnaque. C'est que le type de question qui peut être posée et le nombre de concepts que la machine connaît est quand même relativement limité. C'est-à-dire qu'on peut, encore une fois, lui montrer une image, poser des questions et elle va répondre complètement à côté. Donc ça, en fait, ce que ça montre, c'est le manque de bon sens des machines. C'est-à-dire les machines peuvent remplir des tâches pour lesquelles on les a entraînées très spécifiquement, mais manquent d'intelligence générale et ne peuvent pas transférer leur savoir, si vous voulez, à d'autres domaines. Donc c'est le manque de bon sens. Ou sens commun, on appelle ça sens commun aussi. Alors en fait, si on essaie de se projeter dans le futur, qu'est-ce qui manque aux machines pour être vraiment intelligentes? Alors là, on vient de voir la perception. La perception, c'est un composant très important. Ça permet à la machine d'avoir une estimation de l'état du monde. La deuxième chose serait la mémoire, le raisonnement et la planification. Donc c'est des choses qui concernaient l'intelligence artificielle classique des années 70-80, mais on y revient maintenant avec des méthodes d'apprentissage. Donc comment en fait entraîner une machine à se rappeler des bonnes choses, c'est-à-dire à porter son attention sur les choses importantes quand elle voit une suite d'événements. Ensuite, stocker ça dans une mémoire utilisable et ensuite référer à cette mémoire pour répondre à des questions, pour faire du raisonnement, etc. Alors, il y a une classe de technique qui est apparue récemment, en fait, qui est à base de ces idées de réseau de neurones apprentissage profond qu'on appelle les réseaux augmentés par la mémoire, Memory Augmented Networks. Et c'est des idées dont la source remonte assez loin, en fait, à la fin des années 90, mais qui ont un petit peu explosé ces dernières années, en particulier avec les travaux d'Armand Joulin et Thomas Mikolov à Facebook, et puis de Jason Weston, Sumit Chopra et Antoine Borne, aussi à Facebook, et puis des travaux un petit peu similaires qu'on appelle la Neural Turing Machine, Alex Graves et d'autres gens à DeepMind, donc qui est une société maintenant une filiale de Alphabet, qui est la compagnie à qui appartient Google. Et en fait, ce genre d'architecture, c'est un réseau de neurones, ce qu'on appelle un réseau récurrent, donc c'est une architecture un petit peu particulière, avec une mémoire associative à côté. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de cette mémoire associative, mais pour les gens qui sont un peu intéressés par ça, cette mémoire, en fait, c'est un espèce de circuit, si vous voulez, simulé d'une RAM. C'est très similaire à une mémoire RAM, excepté qu'elle est molle. Alors molle au sens mathématique du terme, ce qui veut dire qu'elle ne prend pas de décision dure. Et du coup, on peut l'intégrer dans un système d'apprentissage. Et cette histoire d'apprentissage par manipulation de boutons, là, marche toujours. En termes techniques, ça veut dire que c'est un circuit mémoire différenciable, simplement. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais alors, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est des choses assez amusantes. Alors, vous êtes peut-être un petit peu loin pour voir ça, donc je vais vous montrer une vidéo. Ce sera peut-être plus parlant. Alors, c'est une espèce d'exemple d'interaction de la machine. Alors, elle lit un petit texte qui est une version en 15 lignes du Seigneur des Anneaux. C'est à peu près tout ce qu'il y a qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Les 3 dernières phrases étant un spoiler. Et puis ensuite, une fois que la machine a lu ça, donc elle stocke ça dans sa mémoire, en fait, sous forme de vecteurs. C'est-à-dire, il y a une chose importante, c'est qu'au lieu de... Classiquement, dans l'intelligence artificielle, en fait, on manipulait des symboles. Donc, on programmait des machines pour appliquer des règles logiques à des symboles. C'est-à-dire que s'il y a une règle qui dit tous les animaux de telle espèce sont de telle couleur, donc par exemple, toutes les grenouilles sont vertes,
Donc ça implique que si on est une grenouille, on est vert. Bon. Donc on peut voir ça comme une espèce de règle. Là, en fait, au lieu de manipuler des symboles avec de la logique, on représente tous les objets par des vecteurs, c'est-à-dire des listes de nombres, et on remplace la logique par l'algèbre, c'est-à-dire par des manipulations de mathématiques sur des vecteurs. Et ça rend tout ça un petit peu plus inexact, si vous voulez, mais ça le rend compatible avec les algorithmes d'apprentissage qu'on utilise dans le réseau de neurones. Alors ce qu'on fait ensuite, c'est que on pose des questions. Et ce que fait la machine, c'est qu'elle identifie dans la mémoire les faits qu'elle a stockés dans sa mémoire qui sont utiles pour répondre à la question, et elle finit par extraire la question. Et tout ça, c'est un grand réseau de neurones, en fait, avec cette mémoire. Donc, où était l'anneau avant Mount Doom, au Shire, où est Frodo maintenant, au Shire, etc. Alors, il y a des questions simples de ce type-là. En fait, mes collègues de Facebook, Jason Weston en particulier, à Facebook à New York, ont répertorié une collection d'une vingtaine de types de questions qu'on pourrait poser à une personne ou à une machine. Et puis, il y a un espèce de système automatique qui produit des questions et qui permet de tester, en fait, ce genre de méthodes. Et il y a certaines méthodes à base de mémoire en fait, qui peuvent résoudre la plupart de ces questions, mais pas toutes. Il y en a quelques-unes qui sont les irréductibles gaulois qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc il y a beaucoup de travaux en fait, sur ces questions-là qui consistent en fait, à doter les machines de la capacité à maintenir un état du monde courant et puis ensuite utiliser cette mémoire ou cette estimation de l'état du monde pour pouvoir répondre à des questions et faire des inférences, des inférences logiques, etc. Donc c'est un peu le mariage de l'intelligence artificielle classique des années 70-80 et l'apprentissage profond qu'on connaît maintenant. Alors, quels sont les obstacles au progrès de l'intelligence artificielle? Alors, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle probablement requiert une combinaison de perception, de mémoire, de raisonnement, de planification. Mais un module essentiel, en fait, c'est la capacité à prédire le futur. C'est-à-dire ce qui fait qu'on est, d'une certaine manière, l'essence de l'intelligence, animale, humaine, etc., c'est la capacité à prédire. Et c'est aussi la connaissance générale qui nous permet d'avoir du bon sens. Alors, il y a un problème classique en intelligence artificielle qu'on appelle les Winograd schemas, donc les schémas de Winograd, qui sont des phrases de ce type-là. Le trophée ne tient pas dans la valise parce qu'il est trop grand, ou le trophée ne tient pas dans la valise parce qu'il est trop petit. Et en fait, le pronom, dans le premier cas, se réfère au trophée, dans le deuxième cas, se réfère à la valise. Et la seule possibilité qui nous permet en fait, de lever l'ambiguïté à quel objet se réfère le pronom, c'est la connaissance du monde. C'est-à-dire il faut savoir ce qu'est une valise, à quoi ça sert, qu'on pourrait vouloir mettre un trophée dans une valise, etc., pour en fait lever l'ambiguïté sur la référence du pronom. Et donc il y a une liste de tout un tas de ces phrases. Les machines à l'heure actuelle ne peuvent faire ça correctement qu'à peu près 60% du temps. Les humains n'ont aucun problème pour faire ça correctement 95% du temps. Donc il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, et la raison, c'est simplement que les machines n'ont pas de bon sens, n'ont pas la connaissance du monde, ne savent pas comment fonctionne le monde. Donc si je dis Jean prend son sac et part de la pièce, qu'il a probablement envie de faire, il y a tout un tas une suite d'événements qui doivent se passer, et vous savez que cette suite d'événements doivent passer. Il doit probablement se lever, tendre son bras, prendre son sac, marcher, probablement pas voler ou se dématérialiser comme ce brave homme, se diriger vers la porte, ouvrir la porte, etc. Et vous savez que cette suite d'événements doit se passer parce que vous connaissez les contraintes physiques du monde. Mais on ne vous a pas appris ça de manière supervisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui vous a dit à chaque instant voilà ce qui va se passer dans une seconde, voilà les contraintes du monde physique. Vous avez appris ça simplement en observant le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage prédictif ou l'apprentissage non supervisé, et on ne sait pas le faire avec les machines pour l'instant. En tout cas, on ne sait pas bien le faire, certainement pas aussi bien que les animaux et les humains. Donc ça m'a conduit un petit peu à cette analogie.
Il y a 3 types d'apprentissage en fait en apprentissage automatique. Un qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, c'est un peu ce qu'a utilisé AlphaGo pour jouer des parties contre lui-même, raffiner sa stratégie. C'est une méthode d'apprentissage qui marche bien pour les jeux, mais qui est un petit peu difficile à appliquer dans le monde réel. L'apprentissage supervisé, donc c'est celui où on monte des images et on dit à la machine voilà ce que c'est. Et puis l'apprentissage non supervisé, c'est on vit dans le monde, on observe ce qui se passe et on apprend plus ou moins spontanément quelles sont les contraintes du monde. Et ça, on ne sait pas le faire. Alors c'est un peu embêtant parce que si l'intelligence est un gâteau, la génoise du gâteau, c'est l'apprentissage non supervisé. C'est là que en fait, le gros de l'apprentissage se passe. Le glaçage, c'est l'apprentissage supervisé. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'apprentissage par renforcement. Je me fais des ennemis quand je fais ça, les gens qui travaillent par l'apprentissage par renforcement. J'ai rien contre ça, en fait, on y travaille beaucoup à Facebook. Mais c'est une image qui peut représenter la quantité d'informations qui est fournie à la machine à chaque fois qu'elle apprend. Alors c'est un peu ce qui est ennuyeux, c'est qu'on est dans la même situation que les physiciens et les cosmologistes qui ne peuvent pas nous dire en quoi consistent les 95% de la masse de l'univers. C'est-à-dire toute la matière visible, c'est seulement 5% de la masse de l'univers. Les autres 95%, c'est la matière noire et l'énergie noire. Et on ne sait pas ce que c'est. On n'a aucune idée de ce que c'est. Donc c'est un petit peu pareil ici. On sait faire le glaçage et la cerise, mais on ne sait pas faire le gâteau. Alors... mais on y travaille quand même d'arrache-pied. Alors, comment on y travaille? L'architecture d'une machine intelligente, en fait, c'est un agent qui produit des actions dans le monde et puis qui reçoit des percepts du monde. Et ce que fait cet agent, en fait, à l'intérieur de cet agent, c'est vrai pour les humains, c'est vrai pour tous les animaux aussi, il y a une fonction objectif, en fait, qui sort une indication du contentement de l'agent. D'accord ? Et ce que fait l'agent, en fait, c'est faire une séquence d'actions qui va conduire à des percepts qui vont le mettre dans un état qui va le rendre content, heureux. Alors les animaux sont construits comme ça, les humains sont construits comme ça, donc on a une formation à la base du cerveau qui calcule si on est heureux ou pas, et qui contrôle nos pulsions, en fait, nos envies, etc. Et en fait, l'essence de la nature humaine est surtout là-dedans. Cette fonction objective, c'est ça qui pilote la machine de certaine manière. Et il n'y a aucune raison de construire cet objectif dans les machines pour que les machines deviennent dangereuses, etc. Alors je vais terminer très rapidement, montrer juste une image, ou deux, qui ont à voir avec en fait, des méthodes d'apprentissage non supervisées, comme je le disais tout à l'heure, et qui permettent de faire de ce qu'on appelle la prédiction vidéo. Alors, c'est un exemple de machine qui essaie de prédire le futur. On lui montre quelques trames d'une vidéo et on demande à la machine qu'est-ce qui va se passer dans les trames suivantes. Donc là, ce que vous voyez, quand c'est entouré de bleu, c'est des trames que voit la machine, et ce qui est entouré de rouge, c'est les prédictions de ce qui va se passer dans le futur. Donc là, c'est des scènes internes où une caméra bouge un peu, et donc la machine doit inventer en fait le reste de la chambre ou de la pièce, ce qui est un petit peu difficile pour elle. Et on peut utiliser ces méthodes aussi pour inventer des images. Alors voilà un réseau qui a été entraîné sur des chiens. Et en fait, on peut lui donner, c'est un espèce d'exemple de créativité des machines, si vous voulez. On lui donne une liste de nombres aléatoires, on lui passe ça dans un réseau de neurones, et à la sortie, ça nous sort une image. Et c'est l'image d'un chien. Quand on change les nombres aléatoires, on a un chien différent. Alors c'est des chiens un peu bizarres, hein. C'est des chiens à la Dali un peu. C'est des chiens mous. Si on les voit de loin, ça ressemble à des chiens. De près, bon, c'est un peu bizarre. De même, ces images-là, elles sont plus petites. Si vous voulez de loin, vous avez l'impression que c'est des images tout à fait normales. Et puis vous vous rapprochez, en fait, impossible de savoir ce que c'est. Donc c'est un exemple d'art abstrait, en fait, en entraînant des machines sur des images naturelles, avoir une espèce de modèle statistique d'images naturelles, et puis ensuite on peut produire des images qui sont de loin amusantes, mais qui en fait n'ont aucun contenu réel. Voilà, je vais arrêter là.